Très vite et on sent très 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 mal surtout. Et on sent très mal. Je m'en voulais plus à moi-même surtout. Je pleure devant mes parents. Je leur dis j'y arrive pas, je suis malheureux. Ce qui fait encore plus mal, c'est que quand j'en parlais à des gens qui étaient avec moi au lycée, qui me voyaient pas en prépa tout simplement, ils me croyaient pas. Pour les gens pour qui j'étais premier de la classe pendant toute ma scolarité, me voir galérer comme ça, c'était inconcevable. C'est pas possible. Pas de cadeau, mais c'est comme ça. Ils ont eu raison parce que ça a marché pour eux. Ils avaient raison dans leur prisme à ce moment-là. Donc aucune raison de leur en vouloir. En fait, c'est à ce moment-là que je comprends que le succès, la réussite, faire ce qu'on aime, ça dépend d'où on est. D'où on est. Notre environnement. Nos choix, ce qu'on décide ce que la vie nous donne comme opportunité en fait, tout simplement. Tan Lim Le. Tan Lim, de son prénom. C'est mon coup de cœur de l'année 2024. Voilà, je vous le dis, j'avoue, c'est mon coup de cœur. C'était pas seulement le mien d'ailleurs, c'était aussi celui de l'agence Simone Nelson. Lors de l'événement à l'EM Lyon, on a eu 8 speakers de très haut niveau, des sportifs de haut niveau, qui nous ont partagé leur message. Leur message à 1 million de personnes, leur message au monde entier. En tout cas, pour leur audience à eux, et Tan Lim, il a fait pleurer tout le monde. Il a fait rire tout le monde. Pourquoi? Comment? Et en plus de ça, c'est un excellent karatéka et qui manque pas d'ambition. Il veut devenir le numéro 1 mondial, tout simplement. Je vous laisse avec lui dans une très très belle conversation. Il nous parle de son histoire, de ses valeurs, de ses projets et comment il fait aussi pour réussir à atteindre le plus haut niveau de la performance. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Alors, je prononce son nom, il va me corriger si je le prononce pas bien, mais c'est Tan Lim Le. Ouais, parfait. De sa profession karatéka. Ouais, pas que, mais pas que. Parce qu'en France, on n'est pas professionnel quand on fait du karaté. Ouais, exactement. C'est un sport amateur. C'est un sport amateur. Du coup, on doit travailler à côté. Ah, mince. C'est pas juste. Non, c'est cool. Ça permet de faire autre chose aussi quand même. Pour voir les bons côtés des choses. Tu fais quoi à côté? Je suis chiropracteur depuis maintenant 3 ans. D'accord. Ça, c'est un truc qu'on fait à post-bac, bac plus 2, non? Bac plus 5. Bac+5. Je te taquine, évidemment. Parce que donc, bac plus 5, chiropracteur, karatéka. C'est ça. Et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. C'est vrai. Ça prend beaucoup de temps déjà. Ça prend du temps. Ouais. Mais je suis sûr que tu as plein d'autres choses dans ta vie. Ouais. En soi, je viens d'avoir mon diplôme à l'EM Lyon en management via des concours passerelles grâce justement à Michael, un ami en commun. Ouais. Et du coup, mon but, ce serait de développer la santé publique en France. Ce serait vraiment ça. Ah, t'as carrément plus une mission de vie là. J'espère, ouais. Donc t'as une profession, t'as un sport, t'as une mission post-carrière. Ouais. T'as une mission qui est un peu le chapeau de tout ça en fait, non? C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Ok. Exactement. Ah, on va en parler de cette mission parce qu'on sent que t'es plutôt animé. Et est-ce que ce serait pas ça le secret finalement de comment dire, l'optimisation de tous ces projets, c'est d'avoir du sens ou une mission au-dessus de tout qui fait que t'arrives à t'organiser? Clairement. En fait, on se rend compte que je me suis rendu compte que toute ma vie, j'ai suivi des objectifs clairs, précis pour pouvoir avancer, m'entraîner et réaliser mes plus beaux rêves sportifs. Et j'ai remarqué que je devais réussir de cette même manière, de manière professionnelle dans mon travail en fait. D'essayer de raisonner de la même manière, d'avoir des objectifs, d'un objectif à très long terme, à moyen terme, à court terme. Pour ensuite donner du sens à ce que je fais et pouvoir réussir de la même manière. Ouais. Tu sais pourquoi? Alors je prends des notes comme toujours, mais en même temps que je prends mes notes, je souris avec un sourire non dissimulé parce que tu parles d'objectifs, tu parles de rêve, tu parles de sens et je te revois sur la scène de champion de ma vie. Pourquoi je ris? Parce qu'en fait, ça démarre fort quand t'es sur scène. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça démarre et puis après finalement comment on dirait le clash, le stop, arrêter d'écouter les punchlines. Ouais, ça commence avec un constat que j'ai eu en étant un jeune, un millennial de ma génération à se perdre sur les réseaux sociaux en fait. T'es né en quelle année? Je suis né en 98. 98, une belle année. Ouais, c'était plutôt sympa. Bon, j'ai pas pu voir vraiment la Coupe du Monde, mais sympa. Ça commence avec moi qui me perds un peu sur les réseaux sociaux, en recherche d'inspiration, de parcours d'autres personnes. Et je tombe sur des vidéos de motivation, type objectif millionnaire, etc. Où on a vraiment les clés de la réussite. Le podcast d'aujourd'hui n'est pas financé par... Non, pas du tout. Non. Non, pas. Et en fait, il y a des extraits d'interviews, d'échanges des personnes qui ont, entre guillemets, le mieux réussi dans leur vie.
et qui disent de se bouger, de travailler plus que les autres, de pas se trouver d'excuses. Les Williams, Sky is the Ouais, Limit. c'est ça. Même les coachs, un peu, même des coachs qu'on connaît pas trop, mais qui ont un peu un charisme naturel. Le mindset de winner. Exactement. Et je pensais que ça allait marcher avec moi en écoutant ça, et c'était tout le contraire en fait. Ça faisait beaucoup culpabiliser, et finalement, je pense que beaucoup de personnes se retrouvent dans ce que je dis, même si à ce moment-là, je me sentais très isolé. Et j'ai voulu le partager pour aussi faire comprendre à des gens qui se sentent isolés que c'est pas grave de ressentir de la culpabilité, c'est pas grave de se sentir impuissant quand on écoute ça, parce que ça aide pas tant que ça en fait d'entendre ça. C'est tout l'inverse que tu... Ouais, exactement, c'est tout l'inverse. J'avais vraiment des idées très noires à ce moment-là, et ça les a accentuées. Le fait d'avoir toute cette réussite, ou c'est en tout cas c'est comment dire, t'as qu'à faire ça. Si tu fais ça, tu seras ou soit millionnaire, tu auras du succès, etc. Mais en fait, toi, la situation de ta vie fait que me dire ce que j'ai à faire, c'est plutôt contre-intuitif, ça marche pas, quoi. Bah, c'est un peu comme le même qui tourne des fois, c'est t'es triste, arrête. Mais si c'était si simple, tout le monde le ferait, c'est pareil. Ah oui. Ouais, en gros, quand tu vas pas bien, les gens te disent oui, voilà, faut que ça aille mieux, quoi. Bouge-toi, quoi. Va mieux, bouge-toi, c'est de ta faute, t'as pas d'excuses. En fait, on se retrouve plus à culpabiliser qu'à agir, en fait, finalement. Parce qu'on est vraiment dans un moment difficile, on a besoin de plus de soutien, même inconditionnel, parfois. Mais c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant au début. Mais toi, là, si on fait aujourd'hui une photo de toi, on parle de karaté. D'ailleurs, t'as un niveau international, t'es en équipe de France. Oui, c'est ça. Donc, ça marche pour toi. Ouais, c'est plutôt bien. Ça marche plutôt bien. T'es chiropracteur depuis 3 ans, avec un bac +5. T'as un diplôme EM Lyon. Ouais. C'est quoi d'ailleurs, tu veux dire management, mais c'est un master. C'est un master. Ouais, c'est un master, c'est ça. T'as un master, en plus de tes études de chiropracteur, t'as un master en management, bac +5. Donc double diplôme. Ouais. À la fois santé et management ou business, quoi, on pourrait dire ça comme ça, c'est pas un mauvais mot. Et donc aujourd'hui, en 2024, t'as quel âge ? J'ai 26 ans. T'as 26 ans, t'as le succès, tout va bien. Ouais, mais quand je me vois il y a 5 ans, c'était plutôt le contraire. J'étais perdu, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Il y a 5 ans. Ouais. 5 ans en arrière, t'étais perdu, tu savais pas quoi faire de ta vie. Ouais, exactement. C'était surtout, on était post-bac, on est dans une période où on pense qu'il faut faire des choix pour toute une vie. On pense que si on rate, on peut rater des années et des années de notre jeunesse. Et finalement, ça s'est fait petit à petit, opportunité par opportunité, en fait. Le temps, c'est quand même ralenti, en fait. Alors justement, là, dans cette audience, tu sais, sur le podcast Champion de ma vie, souvent les sportifs me disent ouais, ça va bien d'écouter des sportifs, mais on les connaît, si tu peux nous faire rencontrer des entrepreneurs, ce serait génial. Des entrepreneurs à succès, d'ailleurs. C'est ça. En tout cas, pour trouver de l'inspiration. Et quand on est entrepreneur et qu'on écoute Champion de ma vie, Cyril, nous, on voudrait avoir des sportifs parce qu'on adore voir le backstage du sportif, etc. Et là, j'ai en face de moi un sportif accompli, équipe de France, qui a karaté, et tu as 26 ans, mais à 20 ans, tu te reconnaissais, t'étais plutôt dans la génération, je suis paumé, je sais pas ce que je veux, et en gros, je suis plutôt des idées noires, comme tu disais tout à l'heure. Oui, clairement. Mais tu vois, les jeunes qui nous écoutent, là, qui sont dans ces situations, en fait, sans s'entrahir les discussions que j'ai avec mon épouse Laurence, mais elle me dit des fois de ma vie, et c'est pas qu'à 20 ans, je suis paumé, quoi. Enfin, on sait pas ce qu'on veut, quoi. C'est des cycles dans la vie, on est perdu, et alors tu parlais de sens, perte de sens. Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Des objectifs, du coup, j'en ai pas forcément. Alors trouver une mission là-dedans, et puis au quotidien, comment se lever avec la patate et l'énergie, c'est pas toujours simple, quoi. Donc c'est pas seulement que quand on a 20 ans, mais c'est sûr que c'est une personne qui est dans cette situation. Elle va dire, ouais, mais Tan Lim, moi je me reconnais pas du tout dans ce qu'il dit aujourd'hui, quoi. Et pourtant, il y a pas 20 ans. Quand t'avais 20 ans, c'était pas ça du tout. On a du mal à y croire, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je pense aussi qu'à ce moment-là de notre vie, on nous demande des choses au moment où on change beaucoup. Parce que je pense que j'étais pas du tout le même entre mes 18 et mes 20 ans. Et même, en fait, on se rend compte quand on commence à vivre seul, quand on n'est plus trop dans le prisme familial, quand aussi on voit des amis qui font des choses qu'ils aiment, d'autres qui font des choses qui les épanouissent, d'autres qui étaient certains de faire ce qu'ils voulaient faire toute leur vie et finalement ont changé d'avis. On se rend compte toutes les nuances, en fait, du parcours post-bac. Et pour certains, dont moi,
qui n'était pas au bon endroit, bah en fait, ça met une claque. Ouais. Et finalement, ça fait toute une réflexion qui est très énergivore en fait. Hein. Donc, c'est vraiment une sorte de cercle vicieux où on se remet en question, mais on a l'impression qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Et en plus, on est dans une époque justement où, quand on est étudiant, on a beaucoup d'argent, qu'on on a aussi cette envie matérielle de gagner sa vie pour rendre fiers les parents aussi. Tout ce cercle social, cette pression sociale, et en fait, on se met un peu la pression. On est très perdu. Ouais. En plus, on se met la pression. C'est toi qui te mettais la pression à cette époque-là, ou c'était une pression qui était invisible, qui était là, tu sais même pas pourquoi, non? Alors, je me mettais la pression, oui, parce que j'avais aussi cette pression sociale, parce que j'ai un frère et une sœur qui ont tout de suite su ce qu'ils voulaient faire post-bac. J'ai des amis qui sont très bien débrouillés aux endroits où moi j'ai abandonné. Ouais. Et en fait, finalement, ce qui m'a remis un peu dans le rail, c'est la quête de sens dans ce que je voulais faire. J'ai le confort d'avoir une famille qui pouvait m'aider dans cette quête de sens aussi, hein, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment ça a été le fil conducteur de la deuxième partie de ma vie, c'est de trouver du sens à ce que je fais. À cette période-là, ouais. Ou après? À cette période-là, c'est ça qui m'a permis de me remettre peu à peu dans les rails. D'accord. Après, j'ai fait des choix, j'ai dû faire des choix aussi qui n'étaient pas forcément à fond dans cette ligne conductrice parce que les conditions étaient telles qu'elles étaient à l'époque, j'avais moins d'opportunités. Et au fur et à mesure, tout en continuant à suivre ce fil rouge, j'ai eu des opportunités en fait, hein, tout simplement. D'accord, les opportunités sont arrivées après parce que tu avais retrouvé une sorte de cheminement. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, pareil, le cercle vicieux il s'est transformé en cercle positif, c'est-à-dire que quand on est mieux dans ses bottes, les choses viennent plus facilement à nous. Quand un projet arrive à nous et qu'on est moins fatigué parce qu'on est mieux dans ses bottes, on réussit mieux, etc. etc. Bon, tu vas nous aider à comprendre quel a été le déclic. C'est un peu l'objet de ce podcast, parce que finalement, une vie, c'est pas une vie toute tracée avec une mission, des plans d'action, des objectifs. C'est des séquences, je pense. Et dans ces séquencements, des fois, il y a des chutes, il y a des pertes, il y a des accidents, il y a des crises. Beaucoup. Et voilà. Donc, forcément, on se dit souvent, oui, il faut avoir vécu pour comprendre tout ça, mais là j'ai en face de moi un jeune de 26 ans qui a compris déjà beaucoup de choses. Je suis très heureux de t'accueillir pour ça, Tanlim, parce que on a passé quelques mois ensemble à comprendre tout ça, et puis à extraire ce chemin pour le mettre sur une conversation, même plutôt, c'est même pas une conversation, mais sur un talk de 15 minutes. Qu'est-ce que ça représente pour toi justement, champion de ma vie, ce terme de champion de ma vie, parce que ça pourrait être justement la punchline qui te met en dépression quand t'es pas bien, mais qu'est-ce que ça incarne pour toi, ça? Pour être honnête, la première impression quand j'ai lu Champion de ma vie et justement un TED axé sur le monde des sportifs, je me suis dit que c'était justement un peu comme les gens qui sont les sportifs qui veulent que tu renouvelles et que tu changes un peu de type de discours. Je pensais un peu à ce genre de choses, ça allait être des talks sur des gens qui ont réussi, des gens qui ont plus travaillé que les autres, qui sont démarqués, et tant mieux pour eux, qui ont des très belles carrières. Ouais. Et justement, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas redéfinir un petit peu tout ça et comprendre que dans Champion de ma vie, c'est pas juste quelque chose d'assez individualiste et quelque chose de très global, et mettre en avant aussi cette partie échec, cette partie remise en question, cette partie doute, pour que certains puissent s'identifier là-dedans et aller au-delà du sport, en fait. C'est ça qui m'a vraiment plu dedans. C'est vraiment cette transversalité un petit peu, c'est les parallèles qu'on peut faire avec le monde de l'entreprise, ou même la vie personnelle ou la vie professionnelle. Dans mon histoire qui peuvent aider, en fait. Ouais. Et justement, avant de monter sur scène, tu as eu quelques mois à converser avec toi, et puis un peu avec moi aussi sur ce cheminement. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as pu exposer, présenter, partager? Moi, je suis très content. Ouais. Ça me donne envie d'en faire plus. Ça me donne envie aussi d'en faire d'autres dans d'autres cadres. Parce qu'en fait, je trouve que cette sensation, même si j'ai déjà été sportif et je suis déjà passé devant des centaines de personnes parfois, c'est pas du tout la même sensation en fait quand on fait un talk, quand on parle, quand chaque mot, chaque mimique de visage a l'impression d'être analysé.
Et vraiment, c'est très rafraîchissant de faire ce genre d'exercice. Intéressant, tiens, je vais te poser la question là-dessus du coup. T'as déjà fait des compétitions, j'imagine, avec beaucoup de monde dans les quatre coins du monde, avec beaucoup d'effervescence, d'émotion, de pression, d'agitation, etc. Et bien, en plus, toi, tu excelles individuellement et aussi collectivement avec la team. Donc, il y a beaucoup au niveau sensoriel, ça va être très très fort. Et là, ce que tu as vécu sur scène, tu dis que tu as ressenti des choses un peu, pas équivalentes, mais encore d'autres. C'était quoi justement les nuances qu'est-ce que tu sens différent entre une finale donc avec l'équipe là, et puis là se retrouver sur scène avec tous ces yeux sur toi là. Bah, le truc le plus marquant, je pense que je peux mettre en avant, c'est le silence. C'est la force d'un silence quand on parle. Parce que au moment où il y a un silence complet, bah, on comprend que c'est à toi de te démarquer. On comprend aussi la force quand on met un silence dans une phrase ou des silences entre des parties pour relancer l'attention des personnes, relancer le public. En fait, c'est vraiment ce jeu de silence qui m'a marqué le plus déjà, contrairement à une compétition de karaté où c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup d'encouragement. Même nous, quand on met des points, on fait ce qu'on appelle un kiai, c'est-à-dire on exprime. Tu cries ? Exactement, on crie, tout simplement. Du coup, en fait, tout est très sonore dans le karaté, mais sonore vraiment dans les décibels, hein, alors que c'est très sonore aussi tout ce qui est talk. Mais il y a toujours ce jeu de silence, ce jeu de crescendo, de prosodie aussi dans ce qu'on dit, hein, dans la musicalité de notre discours, qui est unique en fait. Hein. T'as aimé ça ? Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Ça se voit. Qu'est-ce que tu quelqu'un qui se dit tiens, mais moi je me vois jamais prendre la parole sur scène, qui je suis pour aller sur scène, et puis en plus c'est flippant, et puis j'aime pas ça, personne n'aime parler sur scène en général quand on a. Moi, je crois que c'est la plus grosse peur au monde, hein, je crois, même devant mourir, hein, il y avait. Tu l'as vu dans les punchlines de Objectif Millionnaire. Non, c'était notre coach scénique qui nous avait dit ça. C'est vraiment la plus grosse peur au monde, je crois. Camille, tu parles de Camille ? Camille, un gros salut ici d'ailleurs. C'était sympa d'ailleurs. Hein, super. J'ai énormément appris dans cette journée. Qu'est-ce que tu retiens du coup par rapport à justement cette peur qu'on a de s'exprimer en public ? 200, 300, 400, 500 personnes qui ont les yeux rivés sur toi, ça en fait des perdus. Donc on a quoi d'avoir un peu peur de se planter, de dire n'importe quoi, d'oublier ce qu'on a raconté, d'être complètement confus. Qu'est-ce que tu en tires comme enseignement en finalité là ? Je trouve le plus bel enseignement que j'ai eu sur la prise de parole en public, je fais rarement des parallèles comme ça, mais je trouve que c'est un beau parallèle avec le sport. C'est-à-dire que c'est une discipline qui améliore en fait de manière très transversale encore une fois tous les aspects de ce qu'on fait dans la vie. En fait, si on s'améliore en prise de parole en public, on s'améliore aussi personnellement dans notre communication avec nos proches. On peut s'améliorer au travail, on peut s'améliorer en fait. On peut s'améliorer dans l'expression de ses sentiments, sur l'impact qu'on veut avoir sur certains mots qu'on veut dire à des gens. Et je trouve que comme le sport qui justement a des effets en cascade positifs sur tout ce qu'on fait, je trouve que la prise de parole en public, que ce soit sur le vocabulaire, que ce soit sur la forme, que ce soit sur la présence scénique, je trouve que ça a des impacts positifs sur tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours en fait. Hein. Que ce soit demander sa baguette de pain chez le boulanger, ou se disputer avec ses proches. Tu te disputes plus ou tu te disputes différemment ? Je me dispute différemment. Je me rends compte aussi parfois que mon langage non verbal n'est pas forcément approprié avec ce que je dis. Et je pense que quand on apprend ça, ça se passe mieux. On se sent mieux on se sent mieux dans son environnement en fait, je pense. Ouais. Je suis en train de me dire d'ailleurs que quand on est à l'école, alors je sais pas les différentes étapes d'une vie d'étudiant aujourd'hui, maternelle, primaire, puis après secondaire, etc. Est-ce que je me rends compte qu'en fait moi quand j'étais gamin, il y avait quand même l'éducation physique, ça prenait un certain temps quand même, il y avait un temps pour s'exprimer corporellement, et puis il y avait aussi l'art, musique, un peu de théâtre, du dessin aussi. Il fallait monter un peu sur scène pour défendre son œuvre ou ses idées. Parfois, on avait je me souviens de maîtresses ou de professeurs qui nous amenaient à ça. Est-ce que toi, dans ton parcours, tu as le sentiment que c'est des choses qu'on fait toujours, qu'on fait moins bien, qu'on fait plus, ça justement ? Je pense qu'on les fait tout autant, entre guillemets. Mais je pense qu'on le fait pas très bien. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui s'expriment très bien, je pense à moi en particulier quand j'étais au lycée, que j'avais des bonnes notes, etc. C'est qu'on s'exprimait sur des choses qu'on aimait bien. Et en fait, les sujets qui étaient choisis, la chance que j'ai eue, c'est que c'est des sujets que j'aimais bien. Je vais te donner un exemple, mon TPE, mon exposé
de fin d'année de première, c'était sur la barbe à papa. Et, et moi, j'ai aimé faire ça, j'ai aimé du coup l'exprimer, j'ai aimé l'exposer. Ouais. Et je me suis rendu compte que ceux qui n'y arrivaient pas, qui le faisaient pas très bien, c'est qu'ils faisaient des sujets qui ne leur tenaient pas à cœur. Ces gens que je trouvais très éloquents quand ils me parlaient des choses qu'ils aimaient bien pendant la récréation, pendant la cantine. Mais en fait, quand ils devaient prendre la parole en public devant les professeurs dans des situations stressantes, bah, ils parlaient pas de choses qu'ils aimaient. Et ça se sentait tout de suite, quoi. Et alors, je rebondis là-dessus, mais avant d'entrer dans ton parcours, comprendre un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire du karaté, tes succès, tes échecs, etc. dans le sport, la vie professionnelle et puis la vie tout court. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à t'exprimer sur toi? Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on dit aussi, me parler d'un sujet qui me tient à cœur, ok. Je vais parler de mon sport, je vais parler de ma passion pour la pêche ou que sais-je. Et là, je vais m'enflammer, mais je vais ennuyer les gens parce que de toute façon, ma passion à moi, c'est pas forcément celle des autres. Mais bon, déjà, tu nous donnes une clé, c'est que si toi, déjà, t'es passionnant, les gens vont peut-être un peu plus se passionner à ce que tu racontes, au moins à ce que tu racontes, pas forcément à ce que tu fais, mais à ce que tu racontes. Mais après, il y a peut-être une deuxième chose qui est, moi, je me passionne pas moi-même. Donc, parler de moi, c'est pas forcément simple, pour le coup. J'ai eu la chance aussi d'être dans un cadre de sport très sain depuis que je suis tout petit, avec un premier coach qui me demandait tout le temps mon ressenti, qui me demandait toujours ce que je pensais. Pareil dans ma famille en fait, j'avais toujours eu du temps de parole, et je pense que plus on laisse du temps de parole même à des gens qui sont pas à l'aise avec de parler d'eux, plus ils peuvent parler d'eux. Après voilà, c'est toute une question de cadre aussi, exactement, et évidemment mettre à l'aise la personne dans ce genre de choses, mais je pense que toute vie est passionnante, tout le monde a une expérience, tout le monde et je pense justement que quelqu'un qui est pour quelqu'un de très passionnant est très ennuyant pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens qui me trouvent très ennuyant, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que je fais et qui ne trouvent pas d'intérêt dans ce que je fais, et c'est totalement ok. Et au contraire, j'aimerais apprendre de ces gens aussi. Voilà, et des gens qui sont dans l'opinion publique très passionnants, je les trouve pas du tout passionnants. Ouais, voilà. Déjà, ça nous met face à une audience. On peut pas plaire à tout le monde. Ouais, c'est ça, exactement. On peut pas plaire à tout le monde, et si je pense qu'on essaie d'exprimer assez correctement ce qu'on ressent, ça intéressera toujours quelqu'un, je pense. Je te remercie de parler de ressenti, parce que oui, déjà parler de soi, c'est pas parler forcément je suis, c'est je ressens. C'est ça. Et ça, t'as eu la chance de rencontrer un coach et un cadre familial où on t'a amené à exprimer tes sentiments, tes sensations, ce que tu ressens. Oui, exactement. Exactement, mon point de vue. Ton opinion. Exactement. Aussi. Et aussi le mettre en opposition du point de vue des personnes avec qui j'interagis. Et je pense que c'est ça qui fait avancer le débat, c'est ça qui fait avancer les idées. Parce que voilà, si j'étais juste à m'exprimer et qu'ensuite personne me donne de contre-arguments ou aussi d'autres sentiments, je parle juste de moi, quoi. Mais je pense que c'est intéressant de justement mettre ça en opposition à quelque chose, en fait. Ouais, et alors du coup, je vais faire une transition un peu osée, je sais pas, mais en tout cas, quand tu me parles le yin, le yang, les débats, les pour, les contre, d'accord, pas d'accord, je voudrais faire la transition avec tes origines, puisque tu viens d'un pays lointain, enfin du moins tes parents en tout cas viennent du Vietnam, et tu me racontais juste avant de démarrer le clap de cette conversation que l'histoire du Vietnam avec celle de l'Indochine à côté, on pourrait parler aussi du Cambodge, enfin tous ces pays-là qui ont été coupés en deux, avec pas des opinions, parce que c'est pas les leurs, c'était plutôt celles subies par le pôle nord ou le pôle sud ou le pôle est et le pôle ouest pour le coup, et donc là c'est des populations qui ont subi un petit peu les influences des parties de l'ouest et de l'est. Comment ça s'est passé au Vietnam? Tu parlais de l'Indochine avant, et c'est parce que là moi juste coup, si on vous perd pas là-dessus, j'espère pas, mais si vous aimez un tout petit peu l'histoire, en tout cas connaître les origines, revenir à la source, Tan Lim en fait il s'est construit aussi par rapport à des parents qui venaient du Vietnam. Tu nous racontes un petit peu cette scission entre le nord et le sud? Alors déjà je suis pas du tout historien, donc je vais raconter ce qu'on m'a raconté tout simplement. Mes parents vivaient dans un pays qui était en pleine scission idéologique, avec d'un côté un sud du Vietnam influencé par l'Occident, l'Indochine, notamment aussi déjà par la France, et un nord qui était plus influencé justement par la partie chinoise du continent, la partie qui se relevait d'être de plus en plus communiste d'année en année, et à la fin du XXe siècle, comme dans plein d'autres pays du tiers-monde,
le territoire a été vraiment le théâtre de cette guerre idéologique entre l'Occident et toute la partie communiste du monde qui augmentait de partout en fait. Et voilà, il y a eu cette guerre entre le nord et le sud du Vietnam, où en 1975, le sud du Vietnam, la capitale du sud du Vietnam, Saigon, a chuté. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que ma mère est partie, qui est devenue une boat people, parce qu'elle est partie sur un bateau avec sa famille, sans vraiment savoir où elle allait. Ah ouais. Et mon père, lui, était parti 1 an avant, mais toujours dans cette même optique d'anticipation de la guerre, l'anticipation de... Il avait anticipé la fin. Ça, ma grand-mère avait donné une partie de ses économies à mon père pour qu'il parte en France étudier. Ah, lui, il était parti seul? Ouais, il est parti seul. En France? Ouais. Il y avait une ou deux personnes de la famille qui étaient déjà là-bas, mais il est vraiment parti seul, quoi. D'accord, il avait anticipé tout ça, et là, ça n'a pas été subi, entre guillemets, il n'y a pas eu cette vague. C'est subi parce que quand même, il se retrouve seul dans un pays dans lequel il ne parle pas la langue, dans lequel il n'a aucun code. Ouais. Et je pense que s'il n'y avait pas de guerre de Vietnam, je serais né au Vietnam, moi. Oui. Donc ouais, c'était une partie justement qui est aussi très tabou dans la famille, qui a ensuite construit toute une génération justement d'immigrés de seconde génération, dont je fais partie, qui sont nés en France, mais qui ont cet héritage. Ouais. Ton papa, oui, enfin, tu fais bien de me corriger, forcément c'est subi, il a été déraciné. Et pourquoi la France d'ailleurs? Parce que à l'époque, justement, la France a une grande influence dans le sud du Vietnam. Alors il y a l'Indochine. Je ne sais pas si tu es déjà venu aller au Vietnam, mais dans le sud du Vietnam, il y a parfois certains quartiers qui ont des architectures plus ou moins françaises. Ouais. Donc voilà, on voit quand même une bonne influence, même dans la nourriture. Je ne sais pas si tu connais les banh mi. C'est un mix, c'est un sandwich vietnamien, mais fait avec une baguette. D'accord. Donc vraiment, c'est la traduction du mix culturel franco-vietnamien. Comment tu dis ça s'appelle? Banh mi. Banh mi, ça veut dire pain en vietnamien. D'accord. Il y en a beaucoup à Paris d'ailleurs. D'accord. Et c'est vraiment la traduction de ce mix culturel. Du coup, voilà, ma famille avait quand même un lien avec la France. Ma mère était dans un lycée français. Et ta maman, elle, par contre, c'est une vague. Là, pour le coup, c'est après ton papa. Ils se connaissaient pas. Elle arrive avec les boat people, comme tu disais, exactement. Effectivement. Et elle arrive en France. Ils arrivent où d'ailleurs en France exactement, ton papa? À Paris. C'est Paris. D'accord. Mon père a fait une demande d'asile ensuite. D'accord. Etc. Ouais, France terre d'accueil pour le coup par rapport à des situations conflictuelles dans d'autres pays. Bon, là, il y avait l'influence quand même de la France territoriale, mais c'est une France accueillante, quoi. Ouais, c'est ça. Ça vient de le rappeler aussi. Une France très accueillante. Ouais. Là, tes parents, en tout cas, je le dis, je le pose, c'est peut-être pas vrai. Tes parents peut-être l'ont pas vécu comme ça, hein. Mais toi, tes parents, quand ils parlent de la France, quel est l'héritage du Vietnam, mais en même temps aussi l'héritage de la France, parce qu'à 75, ils avaient quel âge tes parents d'ailleurs? Ils avaient dans la vingtaine d'années à peu près. Ton âge aujourd'hui, non? À peu près. Non, un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Alors oui, ils sont très reconnaissants envers la France aussi. Ils ont imprégné cette culture. Ouais. Donc ils ont réussi à avoir vraiment un mix de culture, nous apprendre, en plus de notre culture vietnamienne, notre héritage, toute la culture française. Si en plus, la chance que j'avais aussi, c'est que ma mère venait d'un lycée français, du coup elle parlait déjà français. Ah d'accord. Elle l'écrivait très bien, du coup voilà. On a vraiment eu toute cette double culture dès notre plus jeune âge, et justement aussi cette sobriété qu'on avait de garder notre culture plus chez nous et d'essayer de s'imprégner de la culture française en dehors du foyer le plus possible. Ouais. Ok. Et ils font des enfants. Exactement, 3. Je t'ai pas prévu, mais... Pourquoi t'étais pas prévu? Parce que apparemment il y en avait 2 et ça leur suffisait, et finalement je suis arrivé. La politique de faire 2 enfants, frère et sœur en plus, non? Ouais, un grand frère. Ah oui, donc le choix du roi entre guillemets, et donc pourquoi en faire un 3e? Ouais, finalement je pense que ça va, ils regrettent pas trop. Non, ça va. Ils ont peut-être regretté à certains temps, mais là ça va. Ah, ils ont regretté à un moment donné, c'est à quel moment? Oui, c'est sûr. Je pense j'avais particulièrement d'énergie quand j'étais petit, donc je pense que j'étais très énergivore pour la famille. En plus, il y a un petit écart d'âge entre mes frères et sœurs et moi, il y a 5-6 ans. Ouais. Et quand on est jeune, les écarts d'âge de ce genre, ça se voit à la maison. Quand il y en a qui sont au lycée, d'autres ils arrivent à peine au collège, c'est pas du tout les mêmes sujets de conversation à table. Le 3e qui arrive un petit peu sur le terrain, il est peut-être un peu chouchouté quand même, non?
Non. Oui, bah c'est ce qu'ils disent, mais C'est ce qu'ils disent. C'est pas mon avis. C'est pas ton ressenti. C'est pas mon avis. Parce qu'en plus, tu ressens comment, quoi? Comme une pression quand t'es le troisième, t'as les deux grands qui réussissent? Oui, j'avais deux grands qui étaient qui étaient excellents en fait dans tout ce qu'ils faisaient. C'est ce que je dis dans mon début de talk. Ouais, tu nous fais bien rire avec ça. Et le cliché de la famille. Ouais, la famille asiatique, hein, très bon à l'école, bon en musique. Les sujets à la table, ils sont très durs à comprendre parce que c'est deux individus qui vont très vite, qui parlent très vite, qui réfléchissent très vite. Du coup, faut s'accrocher, quoi. Faut s'accrocher avec eux. Toi, t'avais besoin d'un peu plus de temps? Oui et non, c'est surtout j'avais 5 ans de moins, quoi. Oui, c'est vrai. C'est par exemple quand j'étais tout petit, qui parlait d'orthographe, qui parlait de calcul, moi je suis tout petit, je comprends rien. Ensuite, quand il parle de lycée, il parle d'adolescence, il parle de fêtes, il parle de choses, moi non plus je comprends rien parce que je suis en primaire. Bref, en fait, toujours il y a un petit décalage. Mais toi, ça te met un temps d'avance par rapport à ceux de ton âge, non? Oui, ça me permet de mûrir un peu, je pense. Mais en soi, c'est plus, ils m'ont plus inspiré sur leur manière d'être, en fait, hein, tout simplement. Je pense que c'est plus ça que moi qui ai fait des choses de manière plus précoce, je pense pas. Moi, j'aimais bien aussi être dans mon groupe d'amis et être bien avec les gens de mon âge aussi. Hein. Je me sentais jamais plus mature ou différent des gens de mon âge, pas du tout. Je reste dans les clichés, mais karaté. Tu viens d'Asie, tu fais du karaté, c'est normal, c'est un sport dans lequel tu excelles et tout est ok, quoi. Parce que je fais un gros cliché là. Oui, non, mais en soi, mes parents, je pense qu'ils avaient cette volonté quand même qu'on fasse un art martial. D'accord. Notamment parce que dans l'art martial, ce qui est très bien, c'est qu'il y a en plus de toute la partie athlétique, il y a une partie de code moral. Je pense dans laquelle ils se retrouvaient, notamment dans les codes moraux de notre famille. C'est-à-dire, tu as 2-3 mots là-dessus? Ouais, il y a le respect, il y a la persévérance, il y a, je me rappelle plus trop des autres, mais voilà, il y a la morale, etc. Et je pense que c'est des choses qui sont inspirantes, hein, qui sont inspirantes et qui rassurent aussi des parents quand ils inscrivent leurs enfants à un sport. Et en fait, pour être honnête, moi, c'est pas forcément ce code moral qui m'a donné envie, hein, c'est que j'ai vu mon frère et ma soeur en faire. Du karaté? Ouais. Ah, c'était le karaté aussi exactement. pour eux? Ils ont fait du karaté, ils ont rencontré mon coach, mon premier coach, justement, que je t'avais dit, qui m'a toujours mis dans de bonnes conditions. Et je pense que c'est pour lui que j'ai surtout commencé le karaté, parce que je voulais être avec ce coach. Et j'ai apprécié le karaté. Eric Lamère. Et c'est lui dont tu parlais tout à l'heure, qui t'apprend à exprimer tes opinions, ton ressenti, etc. T'as quel âge? Depuis, en fait, à 5 ans, j'ai commencé avec lui et pendant plus de 15 ans, il s'est occupé de moi. Ah oui, d'accord. Donc il y a une sorte de cheminement, de fidélité dans ton parcours. Moi, j'étais avec lui hier. Donc... Encore aujourd'hui, d'accord. C'est-à-dire que là, je suis dans un nouveau club mais qui est en partenariat avec ce club formateur. Et en fait, justement, les jeunes qui sont très bien formés avec mon premier coach, quand ils veulent aller vers du très haut niveau, ils font ce transfert vers mon club actuel. C'est-à-dire, c'est quel club? Et le club d'Evry, Évry-Courcouronnes. D'accord. On est à 15 minutes en voiture, hein, les deux clubs les uns des autres, et on s'entraîne parfois d'un côté, parfois de l'autre. Et c'est une collaboration qui se passe très bien. Pour tous les puristes du karaté qui nous écoutent, ils vont avoir hâte d'en savoir un peu plus sur toi, parce qu'ils te connaissent en tant que karatéka, on dit. Ouais, c'est karatéka. Mais ils veulent en savoir plus sur l'homme, l'être, son parcours. Mais pour ceux qui connaissent pas le karaté, tu me disais qu'il n'y a pas beaucoup de clubs, en tout cas des clubs performants avec des moyens et qui se dotent d'une vision nationale et internationale. Il y a, en dehors de la région parisienne, il n'y a pas grand-chose. Alors en fait, le karaté, c'est un sport avec quand même beaucoup d'adhérents, hein, beaucoup de licenciés. Je crois que c'est au moins dans les 20 sports avec le plus de licenciés en France depuis plusieurs années. C'est juste que le karaté a connu justement une grosse chute de popularité, pas forcément dans son nombre de licenciés, hein, je parle dans les subventions, je parle dans les soutiens de l'État, post JO 2021, parce qu'en fait le karaté a été retiré de la liste des JO pour Paris 2024, et assez logiquement, beaucoup des subventions et des aides de l'État se sont concentrées vers les sports olympiques, hein, tout simplement ces 4 dernières années. Du coup le karaté a justement perdu un peu de son souffle au niveau de sa croissance, si je vois ça d'un point de vue entreprise. Et du coup, beaucoup de clubs beaucoup d'adhérents et beaucoup de compétiteurs se sont centralisés dans des clubs qui avaient les moyens en fait de se payer les déplacements, parce qu'en fait, outre le fait qu'on n'ait pas de JO, la saison de karaté reste la même. Il y a autant de compétitions à l'international, il y a toujours un championnat d'Europe, il y a toujours un championnat du monde, et il faut sélectionner, il faut faire des compétitions à l'international pour prendre de l'expérience. Et JO ou pas, ça coûte pareil, voire plus à chaque fois. Donc beaucoup d'athlètes
ont changé de club, hein, tout simplement. Depuis 2020, 2021. Ouais, bon, déjà la mobilité des athlètes en général dans le sport, je pense, a énormément augmenté, mais encore plus dans des sports très amateurs comme le karaté, en fait. Même si on reste dans son club de toujours, bah, si le club il a pas de subvention, il peut pas vivre, hein, l'athlète peut pas voyager, hein, tout simplement. Pourtant, dans ta discipline, on a eu quelques têtes d'affiche, qui sont de ma génération ou entre la tienne et la mienne. Je pense à Pascal Gentil, je dis une bêtise. Je connais pas. Non, t'étais qui dans les stars À l'époque, je crois que la grande star c'était Christophe Pina. Ouais, Pina, oui. Ouais, Christophe Pina. Ensuite, il y a toute une génération de champions du monde qui sont encore là, entraîneurs équipe de France, comme Yann Bayon, Olivier Baudry. C'est des gens qui ont été plusieurs fois champions du monde de karaté de suite, etc. Ouais. C'est la génération dorée du karaté français. Ouais. Mais même avec ça, en fait, même si le karaté, c'est une grande nation de karaté depuis des années, je pense que je crois que dans les 20 dernières années, j'avais vu, c'est l'équipe qui a eu le plus de médailles en championnat du monde, après le Japon, depuis une vingtaine d'années. D'accord, au niveau international, c'est le Japon qui domine, et la France aussi. La France domine énormément depuis des années, notamment grâce à cette génération dorée. Ouais. Bon, là, c'est un peu plus internationalisé, hein. Il y a de nouveaux pays très émergents qui sont excellents, hein. Ouais. Mais oui, le karaté, ça a toujours été une nation forte dans l'horizon international. Ouais. Et là, ça a baissé ces 3 dernières années du fait de cette problématique de subvention. Bah, oui et non. Je pense que tous les pays, tous les adhérents de karaté dans le monde, hein, ont le même problème. Hein. Oui, bien sûr. Et on voit même, par exemple, l'équipe américaine, il y a certains athlètes qui font des cagnottes. Dans plein d'autres pays, il y a des athlètes internationaux qui ont des licences en France pour pouvoir faire les déplacements avec les clubs français aussi. Donc en fait, je pense que c'est une galère un petit peu pour tous les athlètes. Toi qui parles bien maintenant, on va continuer dans ton parcours, mais comme tu parles bien, comme t'as des combats de vie, hein, de façon positive, hein, je dis ça. Est-ce que ça fait partie de tes combats justement de repositionner le karaté à sa place au niveau olympisme, où tu te dis bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Après tout, c'est politique. Alors, je me suis déjà exprimé sur le sujet à RFI pendant le JO sur les sports non olympiques. Ouais. Après, je pense pas être la plus grosse tête d'affiche pour pouvoir parler du karaté. Non, mais comment t'as appris à exprimer ton opinion? C'est quoi ton opinion? Mon opinion, c'est que je pense que le karaté devrait être un sport olympique. Parce qu'il a tout de la charte olympique pour être bien représenté au JO. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une universalité, ça s'est pratiqué sur tous les continents. Il y a une belle parité homme-femme dans le sport. Il y a un respect de valeurs morales. Il y a aussi le para-karaté, l'handisport qui se développe bien aussi. Donc je pense qu'il a tout pour être un sport olympique, hein, le karaté, mais malheureusement, les JO, c'est pas que ça. Ouais. C'est aussi un business, c'est aussi des audiences. Et les décideurs ont leur raison, qu'on n'approuve pas tous. Mais je pense pas que c'est un combat qu'on gagnera, parce que c'est tellement un sport dans les chartes olympiques, tellement il est identifiable olympique, le karaté. Et s'il l'est pas aujourd'hui, c'est que c'est pour des raisons qu'on peut pas contrôler. Hein. Ouais, est-ce qu'en gros, d'un côté, je caricature, mais entre ce qu'incarne un sport avec des valeurs, avec une tradition, etc., est-ce que c'est par rapport à des, je sais même pas si c'est des sports pour certains, mais avec des activités, on va dire des activités corporelles finalement, parce que le sport c'est bien plus que ça, c'est aussi bouger tout simplement. Mais ça pose une autre question d'ailleurs, entre bouger, faire un certain type de pratique corporelle, est-ce qu'on est vraiment dans du sport? Mais en tout cas, c'est peut-être aussi le modernisme. C'est plus visuel, ça colle plus à ce qu'attend aujourd'hui le public. Ouais, le digital aussi. Le digital, ouais. Exactement. Ouais. On a vraiment une transformation des JO, outre les sports traditionnels qui sont toujours là, hein, et qui sont exceptionnels à regarder. Dans ces pratiques, en plus, les sports annexes, entre guillemets, on a vraiment tout un changement. Hein. Je pense notamment à des sports qu'on retrouvait au X-Games avant, comme le skate, comme le BMX, etc., qui font partie vraiment maintenant du paysage des JO. Ouais. Et je pense qu'il y a 20-30 ans, on n'y pensait même pas. Donc il y a vraiment un changement de vision du sport en global. Ouais, ça questionne. Bon, chacun a le droit d'avoir son avis. C'est ça. Toi, t'es plutôt tradition, modernisme sur ce sujet-là? Je suis un peu des deux. Après, je suis dans un sport qui est pas olympique, donc j'ai un avis très biaisé, hein, mais pour moi, le karaté doit être olympique. Oui, en plus tradition. Oui, en plus sur ce sujet-là, en tout cas. Pareil, les JO, c'est pas juste une compétition. Il y a tous les 4 ans, ça change tout dans des clubs, ça change tout dans la vie d'un club, en fait, hein, notamment dans le haut niveau, qu'un sport soit olympique. Hein. Tout simplement,
l'Agence nationale du sport, elle donne des subventions à certains sportifs de haut niveau. Dans le formulaire pour remplir le formulaire, la troisième question, je crois, c'est est-ce que tu es éligible au JO. Et en fait, ça change tout, même déjà au niveau du montant de ta subvention. En fait, ça change tout de A à Z, en fait. Ouais. Bah, tu vas nous raconter comment t'as fait toi pour évoluer au niveau professionnel avec ce double projet, parce que bon, olympisme ou pas, finalement, il t'a fallu trouver ta place dans ce sport et puis pouvoir le vivre et en même temps, imaginer un avenir professionnel qui tienne la route, parce qu'on vit pas de ce sport-là. Enfin, je connais pas des karatékas qui font ça à 100%. T'en connais toi, non? Il y en a quelques-uns. En France? En fait, ce qui est bien en France, c'est que pour certains athlètes, surtout les plus médaillés, les meilleurs athlètes français, ils ont parfois des partenariats. Je pense notamment à Steven Dacosta qui est champion olympique de karaté, qui était athlète SNCF. Ouais. Du coup, qui permettait, la SNCF le permettait d'être plus souvent détaché pour pouvoir aller aux compétitions tout en gagnant décemment sa vie. Ouais. Certains athlètes aussi sont aussi dans la police. Ouais. Et quand dans la police, tu es sur certaines listes ministérielles, tu peux être détaché également. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des choses qui facilitent la vie. Hein. Il y a Mehdi Filali, c'est un de mes coéquipiers en équipe de France, qui est champion du monde, champion d'Europe. Tu peux redonner son nom? Mehdi Filali. Mehdi Filali? Ouais. Ok, parce que bon, une fois de plus, ceux qui sont karatékas, Cyril il fait répéter un truc, tout le monde le connaît. Ouais, mais ceux qui sont pas dans le karaté, Mehdi Filali, c'est pas forcément connu. C'est un des grands champions français de nos jours. Ouais. Ouais. Bah, il travaille à la police et il a fait son école de police, etc. Et maintenant, il est 100% détaché pour pouvoir s'entraîner à fond et se construire ce beau palmarès. D'accord. Donc, il a été accompagné par une entreprise, SNCF pour le coup, avec un contrat adapté. Steven, oui, et Mehdi, c'est par la police. Et Mehdi, la police, d'accord. Et c'est des métiers qu'ils ont embrassés par la suite, tous les deux. Ouais, Mehdi, il est en pleine carrière, donc je pense qu'ensuite, après sa carrière, il rentrera là-dedans, mais ça lui offre quand même un champ de possibilités, d'autres possibilités, hein, je pense. Hein, mais en soi, ils ont déjà un pied dedans, quoi. Ils ont déjà un pied en post-carrière. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est quand pour toi le pivot qui te fait dire je suis dans ce sport pas parce que je l'aime, ça depuis le début j'ai l'impression, tu vas nous le redire, mais je suis dans ce sport parce que c'est vraiment un sport dans lequel je vais m'éclater, je vais être le meilleur, je vais être au niveau international. C'est à quel âge que tu vraiment et tu pivotes là-dessus? Je pense que c'est dans les années 2012. Ouais. Parce qu'en 2012, il y a eu un championnat du monde en France, à Bercy, sur lequel j'ai pu assister et j'ai pu voir l'équipe de France. Ouais, t'es ado là. J'avais 14 ans. Ouais. C'est à ce moment-là que je vois pour la première fois l'équipe de France de karaté. D'accord. Et en plus, j'étais dans un club très familial, très formateur, pas forcément axé au niveau. Du coup, à ce moment-là, on voit pour la première fois des grands champions, on voit l'équipe de France, on sort un peu de son prisme de petit club familial. Ouais. Et quand on voit ça, ça donne des étoiles plein les yeux, en fait. Hein. Ça nous donne envie de se dépasser. Ouais. Alors je refais juste une correction, j'étais en train de regarder sur le smartphone là. Pascal Gentil, c'est pas karaté, autant pour moi, tu vois, c'est taekwondo. Ouais. Tu pourras nous expliquer la différence après, hein, mais je veux pas te couper en ton élan, parce que pour moi, Pascal Gentil, il est gentil dans la vie, hein, très gentil. Salut Pascal d'ailleurs. Lui, il travaille plus dans le côté aviation, il travaille pour l'aéroport de Paris, je crois, quelque chose comme ça, et toujours dans le monde du sport, très. Tu vois pas, non? Non, pas du tout. Très grand, très grand, super athlète. Mais tu vois, pour le coup, je faisais l'amalgame, pas sur la pratique, je faisais des différences entre le karaté et le taekwondo, mais les athlètes. Alors, désolé pour vous, ceux qui sont vraiment comme toi dans ce milieu-là. Moi, j'imagine que quand je parle de triathlon, ils vont croire que je fais de la carabine et du ski de fond, par exemple. Ouais, les triathlons, non, c'est natation, vélo, course à pied. Tu vois, donc tu vas nous expliquer aussi un petit peu ça, la différence entre un peu ces disciplines, si ça te dérange pas. Ouais. Mais je veux reprendre un peu en 2012, là, ce moment, momentum pour toi. T'es ado et tu vois ça, et après tu t'entraînes encore plus. En soi, j'étais déjà en 2012, j'étais déjà à peu près à un niveau national entre guillemets. Je faisais parfois des podiums au niveau national. Ouais. Et c'est juste l'année d'après, justement, où après une qualification en finale à un Open de France, des entraîneurs en équipe de France viennent me parler pour la première fois. Et c'est là que je comprends qu'en fait, toute ma vie où je voulais juste être champion de France de karaté, parce qu'il y avait un championnat de France tous les ans. D'accord, depuis petit champion de France de karaté, c'est... En fait, quand le moyen de notre coach de nous apprendre plein de valeurs, dont les valeurs du karaté, c'était via la compétition, c'est-à-dire via l'échec, via le travail, via l'investissement, via ensuite le succès, etc., le travail en équipe. Ouais. Donc c'était vraiment un de ces moyens. Et du coup, en fait, on faisait des championnats de France quasiment tous les ans. Ouais. Du coup, dans ma tête, j'allais juste peut-être un jour, si tout se passe bien, champion de France. D'accord. Et c'est tout. Ok.
Et parce qu'en fait, en plus, le karaté, c'est amateur, c'est-à-dire qu'on voit pas à la télé de grands champions, etc., etc. Et une fois, quand je me suis qualifié en finale d'un Open de France, des entraîneurs nationaux sont venus me parler. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'étais pas très loin de l'équipe de France. Finalement, j'ai été très loin parce que c'est seulement quelques années après que j'ai mis mes premiers pieds en équipe de France après beaucoup d'échecs. Le premier regard, c'est quoi, 2013 à peu près, quand tu parles de cet Open? Le premier, c'est 2013. Et finalement, je suis entré en équipe de France en 2015. D'accord. Donc, il y a eu 2 ans où je pensais être pas loin. Et en fait, j'ai été très loin finalement. Et j'y suis rentré définitivement en 2015 et je suis quasiment jamais sorti. Depuis 2015, tu fais partie de l'équipe de France. Il y a eu quelques années où j'ai été moins bon, du coup, j'étais plus dans le collectif. Mais ensuite, la majorité de ces années, j'étais en équipe de France. D'accord. 2015, j'essaie moi de recouper par rapport à ce début de conversation qu'on avait tous les deux où tu as une période complexe de ta vie, où là il y a tout qui s'écroule, en tout cas les doutes qui mènent aux échecs et des échecs qui amènent après l'anéantissement presque, et puis ces fameuses punchlines sur internet, sur les réseaux sociaux, et là ça te dégoûte. J'en prends mon terme à moi, du coup c'est un terme peut-être un peu fort pour toi. Non. Tu rediras ça, mais ça t'a pas empêché d'avoir cette dynamique malgré tout dans le sport, de pas complètement lâcher? En fait justement, j'arrive en 2015 en équipe de France. Jeune, et une année vraiment très pleine de succès arrive en fait, entre 2015 et 2016 où c'est l'année du bac que je réussis très bien, je me sens bien avec ma famille, je me sens bien avec mes amis, je fais champion de France de karaté. Champion de France de karaté, t'as des catégories? En moins de 18 ans, en moins de 61 kilos, j'ai fait champion de France de karaté. T'as des catégories d'âge et de poids? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et ensuite, là, tu fais champion de France. Champion de France, et du coup, tout de suite, est sélectionné en équipe de France en 2015. Là où je fais 5e au championnat du monde. 5e au championnat du monde? Et ensuite, 3e au championnat d'Europe. Donc, médaille de bronze, championnat d'Europe. C'est ça, 2016. Non, mais ça claque un peu quand même. Moi, c'est pas ce que je voulais à ce moment-là, mais. Parce que tu voulais quoi? Je voulais gagner. Ah ouais, d'accord. Mais c'est vrai, oui, ok. Et là, t'es en 2016. Mes premières médailles internationales, tu vois, c'était quand même très beau. En plus, c'était après une médaille internationale de mon club. Ah oui. Donc, quand on est le premier dans un club à faire du haut niveau, c'est un peu plus dur parfois quand on n'a pas eu d'exemple petit. Du coup, c'était vraiment symbolique. Mais t'as 18 ans, t'as ton bac, champion de France, 3e européen. 5e mondial. 5e mondial. Là, tu dis, je touche du doigt le succès, quoi. Pour moi, rien ne pouvait m'arrêter à ce moment-là. Inarrêtable. Exactement. Là, t'es la punchline objectif millionnaire. C'est toi qui apparaît dans les. Ah oui, je pense que s'il y avait ce podcast à ce moment-là, il aurait été beaucoup moins nuancé. Il aurait été très travail, réussi. T'aurais dit quoi? J'aurais dit que tout le monde peut y arriver, tout le monde peut réussir à faire ce que je fais, que le bonheur ou le succès, c'est via le travail, c'est via les objectifs, etc. Je pense que des discours qu'on voit un peu qu'on nous bassine un peu partout et qui maintenant me donnent un peu la nausée. La nausée. Je parlais de dégoût, toi tu parles de nausée. On est dans les mêmes registres, ça va. Ça. Mais pourtant, oui, à un moment donné, t'as peut-être cette sensation à ce moment-là de dire ça y est, j'ai touché du doigt. D'être intouchable. De se dire que c'est que le début et que ça va monter crescendo et on va en faire toujours plus, on va faire toujours mieux et on va être toujours plus heureux. Et c'est pas comme ça la vie, hein. Je me suis rendu compte de ça. C'est pas comme ça la vie. Mais combien de fois on a pu avoir ce sentiment d'être, t'as dit intouchable, inarrêtable, imbattable, j'aurais envie de dire indestructible, tu vois. Ouais, c'est ça. Et il y a plein de moments de vie où on croit que ça y est, c'est presque gagné, quoi. Et la vie, elle est dure. Exactement. C'est parce qu'elle te laisse pas là-dessus, quoi. Mais finalement, je trouve que c'est quand même bien. Si je devais refaire tout ça et tous ces échecs, je le referais. Sans souci. Et si on me proposait de continuer une vie comme j'avais au lycée, de succès, de travail, etc., je pense que je dirais non. Mais pourquoi? Parce que je pense que les échecs, ça construit quelqu'un. Ouais, mais c'est pas agréable, quoi, quand on est dedans. C'est exactement. Mais c'est pas agréable, mais quand on en survit, comme disait Stéphane, ça nous rend plus beau. Stéphane Johnson, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur un épisode pas très vieux d'ailleurs, sur Champion de ma vie. Et effectivement, ce qui tue pas rend plus beau. Ouais, ça m'a vraiment marqué cette phrase. Pourtant, toi, t'étais beau et fort à 18 ans. Je pensais. T'avais du succès. Je pensais l'être. Ah, tu pensais, ouais. Et la vie avait peut-être un autre plan pour toi ou Ouais, clairement. Ouais. Clairement. Mais je pensais avoir tout compris. Je pensais que, justement, par exemple, je pouvais transposer tout ce que j'ai fait à une vie d'entreprise, une vie de succès, une vie familiale.
Et finalement, c'était pas que ça. C'était pas que ça. J'étais très arrogant à ce moment-là. Avec du recul, Oui, je me trouvais très très arrogant. Ouais. Ça me remet face à moi-même ce que tu es en train de dire. Des périodes de ma vie où tu as le succès, tu es un peu... Je sais pas si c'est de l'arrogance, mais en tout cas tellement de conviction, de confiance en soi que pour les autres qui sont pas à ce même niveau de confiance, ça pourrait paraître effectivement comme une sorte d'arrogance, de prétention. Je me rappelle d'une très bonne amie que j'avais à l'époque, que je poussais à travailler, que je poussais à se dépasser. Et je lui dis, en fait, si tu travailles, si tu travailles plus que les autres, tu y arriveras. Tu arriveras à tout ce que tu voudras. Et elle m'a dit, mais non, je fais 1m50. Si je me mets à faire du basket tous les jours de ma vie, je serai jamais professionnel. Et là, toi, tu répondais quoi? Tu te trouves des excuses? Et justement, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était pas forcément. Elle avait un peu raison quand même. Hein. Ah, tu avais cette vision-là? Bah, à ce moment-là, même j'avais un peu de dissonance évidemment. Hein, quand on nous contredit avec un argument très construit comme elle a fait, bah ça nous met un peu dos au mur. Mais à ce moment-là, ma philosophie de vie faisait que je pensais avoir raison. Mais ça me faisait un peu me questionner. Ah, quand même. Et c'est ensuite quand je suis arrivé en prépa, justement ce que j'explique dans mon talk, que justement j'étais pas à ma place, que j'aimais pas ce que je faisais, que même si je travaillais, bah j'avais la tête ailleurs, que j'ai compris que tout ça, si on se sent pas à sa place et qu'on n'aime pas ce qu'on fait, bah ça n'a pas trop de sens en fait. Hein. Ah, ça c'est ton deuxième enseignement, parce que le premier c'est si tu travailles, si tu as de la détermination, si tu sais ce que tu veux, t'investis dans ce que tu t'investis, bah il y a pas de raison que ça marche pas, puisque ça marchait pour toi. Ouais, c'est ça. Et là, karma. Karma, surtout quand d'autres font ça et que ça marche et que pour toi ça marche pas. Ça c'est quand tu vois tes camarades qui étaient dans la même galère que toi en début de prépa et qui s'investissent, qui se dépassent, qui réussissent et qui te poussent à le faire et que toi tu n'as même pas la force de le faire. Tu t'es retrouvé à la place de... Comment elle s'appelle Elle s'appelait Camille. Camille. Et tu as le sentiment quelques mois après d'être comme Camille. Exactement. Ah, karma. À cette époque-là, tu le voyais comme ça, tu t'es dit non, oui, j'imagine pas, t'as du recul aujourd'hui. Mais... Dans ma religion, on a, et même dans ma culture, on a toute une vision du karma. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était un coup du sort. Je pensais que c'était un coup du sort, je pensais que c'était un hasard, mais je pense que ça s'est mis sur ma route de manière assez naturelle en fait. Hein. Au moment où j'étais le plus arrogant, quelques mois après, ça me retombait dessus quoi. C'est-à-dire, t'as de la réussite. Toi, du coup, ça pourrait être perçu comme de l'arrogance. Et là, t'as l'univers, en tout cas, tu parles de religion, toi, t'étais bouddhiste, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, en fait, alors on y croit pas, mais quand dans ta philosophie de vie ou ta façon de voir le monde, c'est cyclique, il y a des hausses, il y a des bas. Et là, pour le coup, il y a eu du haut. Et tu sais que derrière, il y aura du bas? Pas forcément. Non. C'est parfois quand il y a eu du haut, et que justement on le partage mal. Je pense que je partageais mal mon succès, je partageais de manière plutôt arrogante, justement via cette conversation avec Camille, hein, je pense que je la conseillais très mal. Et je pense que c'est ça qui m'a porté préjudice et qui ensuite m'a fait ce retour de karma. En fait, c'est plutôt la vision de quand quelque chose arrive de mal, c'est pas forcément un hasard, et que c'est la construction d'un cercle un peu toxique, un peu mauvais de ces derniers mois, dernières années qui a généré ce moment-là. J'aime bien ce que tu dis, en fait. Moi, ça me donne un nouveau regard, tu vois. Autant je connaissais ton parcours, on a beaucoup parlé tous les deux, mais là, j'ai encore une autre vision. C'est pas tant le succès qui t'arrive qui va faire que derrière, tu auras des échecs. C'est plus que tu dis, la façon dont tu vis ton succès, qui fait que ton attitude, qui va peut-être altérer par la suite cet environnement, et pour le coup qui sera peut-être un peu plus complexe et qui va te ramener toi sur un niveau d'attitude peut-être un peu plus bas, tu vois. C'est pas tant ce qui arrive, d'humilité, la façon dont tu prends les choses. Exactement. La manière dont quand tout se passe bien et que tu as envie de partager les choses, si tu le fais mal, si t'es à côté de la plaque ou si tu prends pas l'avis des autres, je pense que ça va te retourner, ça va se retourner contre toi. Tu vas prendre un bel effet boomerang. Un effet boomerang, oui. Exactement. On va voir la suite du coup, parce que là on va être dans le côté un peu plus sombre, la descente. Mais c'est le bouddhisme. Moi, comment tu décris cette religion, toi? Comment tu la vis pas la décrire de façon extérieure, mais toi de l'intérieur? Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais si tu pouvais un peu me raconter à moi très simplement. Et là, considère que t'as un gamin en face de toi, parce que pour le coup, je suis assez athée dans ma façon de voir le monde, mais pas de jugement, au contraire. Et comment tu le vis, toi? Alors, je vis aussi
le maître mot de ma façon de voir le bouddhisme, c'est vraiment dans ma culture familiale. C'est-à-dire que j'ai pas enseigné le bouddhisme. J'ai pas forcément échangé sur le bouddhisme avec d'autres personnes, d'autres bouddhistes. C'est vraiment à travers le spectre familial que j'ai appris ces valeurs et ces codes, qui sont sûrement pas ce qu'on enseigne partout. C'est sûrement pas. Peut-être que ma famille a sa pratique propre, mais ça commence tout petit avec ce qu'on appelle un hôtel des ancêtres qu'on a chez nous, avec les photos des ancêtres proches défunts, comme mes grands-parents. Voilà, je suis né sans grand-père, donc dès petit, j'avais les photos de mes deux grands-pères sur l'hôtel des ancêtres, mon arrière-grand-mère, etc. etc. Et c'est des gens qu'on célébrait, dont on célébrait l'anniversaire de mort tous les ans. Ça tombe bien, c'est comme ça que 1er novembre aujourd'hui quand on enregistre. Exactement. Donc nous, en France en tout cas, dans une culture que je ne saurais décrire, une fois de plus, je suis pas très bon dans ce domaine-là, mais en fait, les morts, entre guillemets, le 1er novembre, donc nous on a une fête nationale pour ça. Toi, dans ta culture, c'est chaque jour d'anniversaire de mort est une célébration. Exactement, c'est une célébration et un moyen de mémoire aussi de nos ancêtres, c'est comme ça que je l'interprète. Où il y a toute une série de prières, où la plupart du temps ma mère nous demande de revenir à la maison, quoi qu'on fasse, pour prier l'ancêtre défunt. Il y a toute une cérémonie où ma mère a fait plusieurs repas différents, souvent les repas qu'aimait bien le défunt, pour le célébrer, pour le mettre en avant durant les prières. Et justement, pour rebondir sur la double culture française qu'on a, le jour de la Toussaint aussi, on va dans les cimetières pour mettre des fleurs sur les tombes de nos ancêtres, même si on pratique pas cette religion-là. Et c'est justement c'est ça pour rebondir. C'est cette double culture qu'on a. Donc on a ce respect de cette célébration des morts durant la Toussaint, mais en même temps on a la pratique de notre religion qui se fait dans notre cadre familial, où on célèbre les anniversaires de mort. Et c'est tu dis ça naturellement d'ailleurs. Alors je veux pas lui dire que dans d'autres approches religions, on est un peu faire du corporatisme, tu vois, on est entre soi et puis on garde un petit peu sur nos valeurs et on a du mal à se mélanger entre guillemets avec un monde nouveau, avec une terre nouvelle, avec ces codes nouveaux. Toi, ce que tu dis, c'est une façon de le vivre en tout cas, c'est un mélange, c'est des traditions, c'est. Alors je pense que justement il y a eu cette sobriété qu'ont essayé d'avoir mes parents vis-à-vis de la culture française. C'est la façon dont ils l'ont vécu en tout cas. Exactement. Ils ont essayé justement de garder leur tradition à la maison. Et je pense pas forcément que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'aussi ils ont dû lisser, ils ont dû aussi diminuer certaines façons d'être à l'extérieur. Et être pas forcément 100% eux-mêmes comme ils étaient au Vietnam. Mais ça a été leur façon de s'intégrer, en tout cas, de garder leurs us et coutumes à la maison. Et c'est comme ça que j'ai vécu moi, c'est pour ça que même à l'école, je me définissais pas forcément comme bouddhiste, alors que je le suis, et ça fait partie de mon identité aujourd'hui. Mais je ne l'identifiais pas à l'époque. Mais c'est ok, comme tu disais tout à l'heure. C'était ok. Pour toi en tout cas. C'était ok pour moi, je l'ai bien vécu. Et dans le cadre de ta famille aussi, par rapport à cette approche. C'est intéressant, toi, de vivre sa religion, entre guillemets, pas au travers d'un temple, mais au travers du temple que construit une famille, quoi, finalement. Exactement. Quoi. Ouais, d'accord. Exactement. Okay. Quand on va en voyage en Asie et qu'il y a des temples, des pagodes, évidemment, on se recueille là. Mais on va pas, comme par exemple une famille chrétienne peut aller à la messe et à l'église le dimanche, on va pas forcément à la pagode. Plusieurs fois dans l'année, quoi. On n'y va jamais. D'accord. Et quand tu disais le 1er novembre aussi, on célèbre nos ancêtres, tu le fais pareil dans le cadre familial pour le coup, tu parlais de cimetière, toi. Non, justement, là, on le fait vraiment dans le cadre de la culture française, parce que voilà, la majorité des Français, le jour de la Toussaint, célèbrent quand même les morts, même si c'est un peu moins religieux qu'avant, c'est plus culturel français. Et je pense que c'est l'héritage, je pense que mes parents ont... Service à domicile, attention. Merci beaucoup. On prend soin de nous, on est bien là. Et je pense que mes parents justement ont... Merci ma chérie. se sont retrouvés dans ces valeurs de célébration des morts via la Toussaint. Et du coup, ont décidé de l'intégrer dans cette micro-culture qu'on a à la maison, hybride. Et tu parlais de tes grands-pères, ils sont où Enfin, du moins leur corps est où? Il y en a un qui est à Thiais, dans le cimetière de Thiais. Du côté de ton papa? Du côté de ma mère. Parce qu'elle était arrivée avec sa famille en France, d'accord. Exactement. Et mon grand-père du côté de mon père, il a été incinéré aux États-Unis, parce qu'il y a une partie de la famille de mon père qui est partie aux États-Unis. D'accord, Donc oui, il y a mon grand-père et ma grand-mère du côté maternel qui sont à Thiers.
D'accord. Donc on va les voir toutes les Toussaint. D'accord, ok. D'accord. Et alors là, pareil, je suis désolé, je fais un peu, c'est ma culture à moi, mais je suis très curieux. Hein, vois ça d'un œil en tout cas très enfantin de ma part. Les ancêtres, les morts, en tout cas, ils sont enterrés, ils sont brûlés, ils sont en droit de bouddhisme, je sais pas. C'est propre au choix de chacun. Ouais. Au Vietnam, il y a beaucoup de gens qui sont enterrés parce que justement, ça sert du coup de lieu de culte. Pour revenir célébrer pour les bouddhistes. Exactement. Parce qu'au Vietnam, tu disais, il y a une bonne communauté. Il y a une grosse communauté. Ouais, mais il y a une grosse communauté bouddhiste dans tous les cas. D'accord. Donc, par exemple, je prends par exemple, je suis allé au Vietnam cet été. Ça faisait une quinzaine d'années que j'y étais pas allé. Ouais. On a fait le tour de ville où on a essayé de voir les tombes de plusieurs personnes de notre famille pour se recueillir devant. D'accord. Tu nous recommandes d'aller visiter le Vietnam ? Ah oui, clairement. C'est un très beau pays. Alors, on a fait ni le Cambodge, ni le Vietnam, et tout le monde dit, mais il faudrait que vous y allez quand même, c'est magnifique, quoi. C'est très beau. Il fait très chaud. Il fait chaud. Faut se préparer, mais il pleut beaucoup. Il y a beaucoup d'humidité en plus. Ouais, c'est ça. Mais les gens sont très gentils. Ouais. La vie est pas chère, du coup, la vie est cool là-bas. Ouais. Il fait beau et on mange très bien. Donc, les paysages sont magnifiques. Ouais. Il y a tout d'un bon séjour en fait. Quand tu y allais, tu es parti combien de temps l'année dernière ? Je suis parti 2 semaines, avec mes parents. Ça faisait la dernière fois que j'étais allé, c'était en 2008. J'avais l'occasion d'y retourner seul ou avec des amis, mais ça faisait pas trop de sens d'y aller sans mes parents et de passer devant des endroits qu'ils ont visités ou dans lesquels ils ont vécu et voir ça comme juste un endroit anodin. Du coup, le truc que j'ai demandé à mes parents durant le voyage, c'est même si on est là pour se reposer, c'est de me montrer où est-ce qu'ils ont grandi, c'est de me montrer où est-ce qu'ils sont allés à l'école, montrer, etc. Donc, il y avait quelques stops culturels, un peu guide touristique de mes parents. Ouais. Même si le pays a beaucoup changé, mais ça m'a permis de me retrouver un petit peu. Ouais. Un endroit en particulier au Vietnam que tu nous recommandes ? Toi, hein, il y en a plein, tu vas dire, mais toi que t'aimes toi particulièrement ? J'ai aimé le nord du niveau de la baie d'Along. Oui. Voilà, c'est vraiment pas du tout un choix original. C'est l'endroit où tout le monde essaie d'aller parce que c'est magnifique. Hein. C'est un joyau, c'est un des joyaux du pays. Et en fait, ce qui est un peu magique dans cet endroit, c'est que c'est un endroit qui a énormément d'intempéries, où il fait très très mauvais. Et la chance qu'on a eue, c'est quand on est venu, il faisait plein soleil. Et quand on a cet alignement de choses, on profite encore plus de l'endroit, tout simplement. Ouais. Merci pour ce petit voyage et puis ce retour aux sources aussi pour la compréhension de qui tu es, d'où tu viens au niveau famille, culture, etc. et religion. Tu parlais de ta famille, alors on va reparler un peu parce que tu parlais d'environnement aussi, hein, ce qui fait du sens pour toi dans ta réalisation, dans ta performance aussi. Mais alors tu fais du karaté, c'est un sport individuel, même si tu vas entendre une pratique qui est plus collective, mais c'est un sport individuel. T'es chiropracteur, donc praticien de santé. T'es seul ? Ouais. Bon, même si t'as peut-être aussi d'autres personnes dans ton cabinet. Mais globalement, c'est assez solitaire tout ce que tu vis. Et à un moment donné, quand tu te retrouves dans ce moment de seul face à toi-même, seul au monde, seul dans la pénombre, parce que t'es tombé dedans, t'as fait une prépa, c'est ça, tu disais après ton bac, tu te cherchais un peu. Dans cette prépa, t'es peut-être plus à ta place. Raconte-nous un petit peu ce moment de solitude. Et justement, solitude, toi, t'es plutôt une approche solitaire de ton sport et de ton travail, en tout cas aujourd'hui, avec du recul. Mais à ce moment-là, où là, t'es particulièrement seul, comment ça se passe et comment t'arrives là dans cette solitude ? Alors, ce qui était difficile quand je suis arrivé en prépa, c'est que justement, on n'est pas seul en prépa, on est avec toute une classe qui traverse les mêmes difficultés de nous, qui ont du mal à suivre le rythme, qui ont un fossé entre le rythme du lycée et le rythme de la prépa. On n'est pas forcément seul, mais moi je me sentais seul parce que je retrouvais pas d'autres gens qui avaient les mêmes valeurs que moi à ce moment-là. Mis à part quelques amis que j'ai encore aujourd'hui, mais j'étais pas du tout dans le même mindset, si je peux dire, que les autres. Et c'est ça qui me rendait seul. Vraiment, c'est ça qui me rendait isolé. Alors qu'au karaté, même si c'est un sport en individuel, j'étais dans un club avec des gens qui partageaient les mêmes valeurs que moi. Et même dans les moments difficiles, où je me sentais peut-être seul parce que j'avais plus d'échecs que les autres, où j'étais pas bien, je me retrouvais mieux, je me sentais moins seul justement parce que je me sentais plus à ma place déjà. Et je sentais que si je parlais de ce que je ressentais avec les gens autour de moi à ce moment-là, c'est des gens qui allaient me comprendre. Et c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien. C'est ça qui fait que je me suis jamais senti seul au karaté. Et aussi dans ma pratique professionnelle, dans l'akiro, en soi, je suis seul, mais je suis toujours avec quelqu'un. Je pense que je suis moins seul que quelqu'un qui est dans son entreprise, sur son ordinateur, même en open space.
Parce qu'en fait, mon métier, c'est d'interagir avec des gens. Même si c'est une nouvelle personne toutes les 30 minutes, 1 heure. Ouais. Mais mon métier, il sert à rien s'il n'y a pas quelqu'un avec moi. Oui. Voilà, en fait, mes mains, elles servent à rien si elles sont pas là pour soigner quelqu'un. Donc, il y a toujours cette partie où je suis pas seul, en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans ma pratique professionnelle aussi. Ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs, cette pratique. On voit que tes mains d'ailleurs commencent à parler. Ouais. Parce qu'elles ont besoin de se connecter. Ton chiropracteur d'ailleurs, c'est chiros, c'est les mains, c'est ça? Ouais, c'est ça. Chiros, ça veut dire main en grec. Ouais. Donc tu es practeur. Ouais, et praticien avec ses mains. Ouais, donc c'est grâce à tes mains que tu vas soigner les gens. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que karaté aussi, ça veut dire, c'est l'art de se combattre entre guillemets sans armes, à main nue, quoi. Les mains nues. Donc c'est toujours ce rapport aux mains, en fait, finalement. Ouais. C'est toujours ça. Intéressant. Tu vas nous expliquer comment avec du recul aujourd'hui, à 26 ans, comment tu définis tout ça, cette énergie que tu as dans tes mains. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu la relation que tu as avec ton corps et notamment tes mains vis-à-vis de toi-même et puis après vis-à-vis des gens autour de toi, alors que ce soit justement l'adversaire ou alors la personne que tu vas soigner. Mais je reviens quand même sur ce moment de solitude. Là justement, la vie, elle t'avait envoyé plein de choses pour que tu sois aussi dans le succès, dans la lumière et d'un seul coup dans la prépa. Donc là, c'est plus compliqué. C'était une prépa quoi d'ailleurs? C'était prépa maths, c'était maths sup. Et tu savais pas ce que tu allais faire à la fin de cette prépa, quoi. En fait, l'année justement où j'ai eu beaucoup de succès, mon année de bac, j'étais pas beaucoup en cours. Et toute la partie admission post-bac, c'était APB à l'époque, c'est mes parents ma mère qui me l'a rempli, avec notamment, comme j'avais des bonnes notes, avec des prépas à succès, avec les grandes prépas parisiennes, entre guillemets. Ouais. Et finalement, quand on a eu les résultats de cette admission post-bac, on a eu... j'ai été accepté dans une grande prépa versaillaise, au lycée Hoche. Et ma mère m'a dit que c'était une opportunité en or, parce que je viens d'un lycée en zone... En école, je viens du lycée public de banlieue parisienne, qui a pas beaucoup d'opportunités vers des grandes prépas parisiennes, versaillaise. Du coup, elle m'a dit que c'était une occasion en or à ne pas rater, même si tu savais pas trop dans quoi tu te lançais. Et pour essayer de viser des grandes écoles, type Polytechnique, les mines, les centrales, etc. Et à ce moment-là, j'avais pas trop idée de ce que c'était, pour être honnête. J'avais juste que c'était des grands noms. Et je me suis dit que pourquoi pas, en fait. C'était peut-être une opportunité de trouver un milieu qui m'intéressait et me dépasser. Et finalement, je me suis retrouvé dans un endroit qui me plaisait pas du tout. Ça me plaisait pas du tout. Et donc là, tu démarres à la rentrée, j'imagine, en septembre. Ouais, je démarre en septembre. Pas de karaté. Parce que t'arrêtes? Ouais, j'arrête le karaté parce que je vis à Versailles et du coup, je passe de journées où je faisais karaté et cours à des journées où je fais cours, de 8h à parfois 22h parce qu'on reste au lycée pour réviser ensuite après les cours. On a cours de 8h à 18h. Ensuite, on a des calls, des sortes de mini-évaluations pendant 1 heure avec des petits groupes de 3 avec le prof. On mange à l'école aussi, et ensuite on révise en salle de révision, salle d'études, et ça tous les jours. Et je passe de quelqu'un qui bougeait tout le temps à quelqu'un toujours assis sur sa chaise. Et comme je pense beaucoup de sportifs post arrêt de carrière, déprime, tout simplement déprime, on se sent pas bien, on a envie de bouger tout le temps. En plus, du coup, comme on n'est pas bien et qu'on a envie de bouger tout le temps, on n'est pas concentré, du coup on est en retard dans les programmes, on essaie de rattacher le wagon quand on peut, mais quand on a le temps pour attacher le wagon, il faut se reposer. Et voilà, cercle vicieux, encore une fois. Cercle vicieux, et ça dure combien de temps? Entre le moment où ça commence un petit peu à déraper, tu fais une première glissade, hop, puis une deuxième, puis une troisième, et le moment où tu dis là je suis au fond, il s'est passé combien de temps? C'est passé 6 mois. En 6 mois? Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, il y avait des périodes de travail, et ensuite il y avait une période de vacances de 2 semaines, où je rentrais chez mes parents, où je m'entraînais, et où je retrouvais un peu le sourire, entre guillemets. Et c'est des périodes où je pensais toujours pouvoir rattraper mon retard. Mais en fait, j'étais tellement fatigué que je dormais quasiment toutes ces 2 semaines et je voyais mes potes, en fait, tout simplement, et ma famille. Et j'ai fait ça sur les premières vacances. Puis ensuite, j'ai fait ça sur les vacances de Noël. Et en fait, je revenais, j'étais limite plus en retard parce que les autres travaillaient pendant ces vacances. Et c'est à peu près au mois de janvier-février que j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'en pouvais plus, parce que j'y arrivais plus. Comme je dis dans mon talk, j'ai essayé de trouver des raccourcis, je trichais, je séchais des cours.
On a du mal à imaginer quand on est en 3, enfin, c'est même pas 6 mois, ça veut dire que ce sera la rentrée, janvier, tu vois, les 4-5 mois, on va se dire, on arrive plein succès, et en fait, tu sais, à l'image de beaucoup de gens dans le succès entrepreneurial, il suffit d'un truc pour que 3-4 mois après, tu te retrouves au fond du trou, et c'est violent, c'est rapide, quoi. Mais on y croit pas trop, quoi. Mais allez, on y croit pas, mais ceux qui ont déjà vécu ça savent que, oui, ça va très vite. Ça très vite, et on sent très mal, surtout. Et on sent très mal. C'est-à-dire, en fait, ce qui fait encore plus mal, c'est que quand j'en parlais à des gens qui étaient avec moi au lycée, qui me voyaient pas en prépa, tout simplement, ils me croyaient pas. Parce que je me suis toujours dépassé, j'ai toujours essayé de faire plus, j'ai toujours eu du succès à l'école. Ouais. Et pour les gens pour qui j'étais premier de la classe pendant toute ma scolarité, me voir galérer comme ça, c'était inconcevable. C'est pas possible. Et surtout, c'était inconcevable à long terme et que ça allait changer. Et là, ils te redisaient, ce que toi tu leur disais avant, non, travail. Ça va, mais les gens de ma classe, oui. Les gens de ma classe, à ce moment-là, avec un peu de mépris aussi, parce que je venais d'un lycée public de banlieue parisienne. Pas de cadeau. Ouais, pas de cadeau, mais c'est comme ça. Ils ont eu raison parce que ça a marché pour eux. Ils avaient raison dans leur prisme à ce moment-là. Donc, aucune raison de leur en vouloir. Ouais. Je m'en voulais plus à moi-même, surtout. Ouais, donc à la place de... C'est Camille. Ouais, non, Camille. Tu parlais de Camille tout à l'heure, toi tu te ressens un petit peu dans la peau de Camille. Les autres ils te disent des trucs comme toi tu disais à Camille, mais t'as pas de prise dessus. Tu veux dire tout ce que tu veux, ça marchera pas, et moi tu me comprends pas en fait, il y a pas de passerelle entre toi et moi. C'est à ce moment-là que je comprends que le succès, la réussite, faire ce qu'on aime, ça dépend d'où on est. D'où on est. Notre environnement. Notre environnement, nos choix, ce qu'on décide ce que la vie nous donne comme opportunité en fait, tout simplement. Et je pense que par exemple, encore un exemple avec cette Camille, c'est que dans un autre contexte, ça aurait peut-être moi qui aurais galéré à me mettre à travailler parce que c'est des choses qu'on n'aime pas faire, et elle qui aurait eu du succès, énormément de succès scolaire parce qu'on étudiait des choses qu'elle aimait. Et que ses rôles auraient été très vite inversés, que c'est pas une question de caractère, c'est pas une question de volonté, c'est une question de faire ce qu'on aime, se sentir à sa place en fait. Faire ce qu'on aime dans l'environnement où on se sent bien. Quoi. Dans le meilleur environnement possible, dans l'optique où on peut choisir une partie de son environnement. Mais alors là, tu es au mois de janvier-février, tu prends une décision au mois de février d'arriter. Ouais. Mais là, c'est l'échec total, quoi. Enfin, tu vois, quand on est sportif... Je pleure devant mes parents. Ah. Je leur dis, j'y arrive pas. Je suis malheureux et j'y arrive pas. Et ils te disent, accroche-toi? Non, même pas. Parce que ça fait des mois qu'ils voient mes notes décolorées, ils me voient malheureux. Ils me voient malheureux. Et justement, je m'attendais à ça, accroche-toi. Je m'attendais à non, tu vas pas abandonner maintenant. Ouais. Ah non, on a Never give up. Ouais, c'est ça. En plus, c'est dur d'expliquer ça à ses parents, surtout à un père qui a commencé de rien, qui a fait pas forcément le métier dont il rêvait quand il était jeune, qui a tout fait sous demande d'asile, alors qu'il parlait pas un mot français, il est devenu pharmacien. Ouais. C'est dur de dire. C'était dur de confronter. Exactement. C'était très dur de confronter le regard de mon père et lui dire que ça me suffit pas, en fait, de savoir que je vais avoir peut-être un bon métier au bout. En gros, lui, il a subi peut-être 10 fois plus de. Sûrement, très sûrement. On pourrait dire ça, tu vois, c'est vrai, pas vrai, mais moi je me mets dans ces schémas-là. Je peux pas abonner vis-à-vis de lui parce que lui, il en a chié tellement plus que moi, il s'est accroché, il a réussi. Exactement. Et moi, j'ai eu beaucoup plus de facilité. Donc de renoncer à ce moment-là, dans des conditions bien meilleures que lui, et j'y arrive pas. Et dur là comme décision. C'est très dur c'était très dur de le regarder en face à ce moment-là parce que je me dis, il aurait rêvé entre guillemets, il aurait voulu être dans ma situation et je pense qu'il aurait réussi dans ma situation. Il aurait pas lâché. Il aurait peut-être pas lâché, mais en soi, c'est là que j'ai compris aussi autre chose. C'est via des discussions avec ma mère, c'est que le confort que m'a donné mon père via son travail acharné, c'est de faire ce que j'ai envie de faire de ma vie. C'est faire quelque chose que j'aime, quelque chose qui a du sens, et je pense que c'est ce que je peux c'est la manière dont je peux lui être le plus redevable que de faire un métier certes lucratif, certes bien vu des autres, mais que je n'aime pas, et me retrouver dans 20 ans, 15-20 ans et me dire que j'aime pas ce que je fais et être malheureux. Et je suis allé au bout pour faire entre guillemets plaisir, ton père t'a jamais rien demandé, mais t'aurais pu dire inconsciemment ou même consciemment, je vais quand même au bout parce que j'ai pas le droit de me plaindre. Exactement. Et je le fais, mais en fait au bout du compte tu le fais pour des mauvaises raisons, c'est ça? Je le fais parce que c'est bien vu de le faire. Je le fais parce que ça peut rendre fier mes parents. Je le fais parce que ça peut me donner plus d'opportunités, ou parce que c'est la vie qui me donne ces opportunités. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ça avait pas de sens. Ça avait pas de sens pour moi, et c'est là que j'ai compris que mes parents seraient plus heureux de voir que je fais quelque chose qui me plaît et pour lequel j'ai ma flamme, quoi.
j'ai cet enthousiasme qui me définit, quoi. Ouais. Mais dans cette prise de décision difficile à un moment donné, là, j'imagine ta réaction vis-à-vis de ton papa, t'as un poids qui tombe d'un seul coup. Ouais, c'est ça. Ça m'a. Du coup, je pensais vraiment qu'ils allaient réagir sur le fait de never give up, etc. Ouais. Mais leur réaction m'a fait beaucoup de chaud au cœur. C'est qu'ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord, qu'ils comprennent, qu'ils me voient malheureux, qu'ils me voient pas réussir, et que ce qui serait important, c'est de retrouver ensuite ce que je voudrais faire vraiment, mais que j'ai le droit d'arrêter, et c'est pas grave, c'est ok. C'est ok d'échouer. Ça a été, ça m'a beaucoup construit, cette réaction. Voilà. Ouais. C'est ok d'échouer. Ouais, et là, tu fais tomber l'ancienne punchline de 6 mois avant. Vas-y, investis, lâche pas. À force de travailler, tu réussiras, quoi. Ouais, parce que en plus, avant, quand tout allait bien pour moi au niveau du lycée, j'échouais quand même. Je perdais des compétitions, j'avais des fois des mauvaises notes, mais je me reprenais et je réussissais dans ce même domaine. Mais avoir un échec dans un domaine et l'abandonner, c'était vraiment la première fois de ma vie. Vraiment. De se dire que c'est pas fait pour moi ou je suis pas bon, quoi. Je suis pas à ma place. C'est la première fois que j'avais ce type d'échec, et j'avais pas du tout l'optique de revenir en prépa et ensuite quand je suis mieux réussir faire la prépa dans un autre cadre ou le faire proche de chez mes parents et réussir. Pas du tout. J'étais vraiment dans l'échec de c'est pas fait pour moi et je n'y arriverai pas, et je l'ai accepté. Grosse prise de décision, un enseignement qui mûrit avec le temps. Si on se met donc 2-3 ans après cette prise de décision, ou je sais pas, peut-être 1 an après, où tu te sens super bien et là il y a du succès à nouveau, de la réussite, ce serait quoi pour toi le moment fort de réussite, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après? Tu penses à quoi? Je penserais c'est pas forcément une réussite, c'est plutôt un changement de mode de vie. Ouais. Parce qu'après j'ai repris le karaté, j'ai repris des études qui me plaisaient plus ou moins. C'est-à-dire j'ai commencé l'école de chiropraxie. D'accord. Ça déjà je me sentais mieux avec moi-même, etc. Mais le moment où j'ai compris que c'est quand je me suis mis à m'entraîner de manière encore plus professionnelle qu'avant. C'est-à-dire que je me suis mis à m'entraîner tous les jours et à être vraiment savoir ce planning dans ma semaine où ma priorité c'est mon entraînement. Parce que à l'époque, on est dans la vie étudiante. Il y a un petit coup d'aspirateur là. Ah ouais, c'est pour déstabiliser un petit peu là. On va essayer de continuer comme ça. Il faut bien que les gens travaillent ici. Ouais, clairement. Parce que nous, on est bien, mais il faut bien qu'ils bossent aussi. Ah oui, clairement. mais oui, et c'est un moment où je me suis mis à faire ce que j'aime et à aimer m'entraîner, à aimer le karaté, à aimer là où j'étais. Et c'est vraiment un moment où je me suis mis à... C'est mon coach qui m'a poussé. Eric, toujours? Non, c'est mon nouveau coach qui s'appelle Adrien. Qui m'a poussé à m'entraîner de manière très régulière, tous les jours, et qui m'a expliqué que justement, c'est ça qui fera cet équilibre dans ma vie, et le fait de commencer ce cercle positif de bonnes choses, ça commence par avoir cette discipline de venir tout le temps à l'entraînement, parce que c'est ce que je veux, parce que j'avais des objectifs sportifs, et c'est ça qui m'a donné envie de m'entraîner, d'aimer à m'entraîner, et qui du coup... m'a donné cette envie aussi de donner du sens dans mes études, cette idée de faire un double diplôme après, cette idée d'améliorer la santé publique. Et c'est vraiment ce moment où j'ai compris que qu'en faisant les choses bien, de choses bien arrivent, tout simplement. En faisant des choses bien arrivent. Exactement. C'est con, mais... c'est tout con, mais juste pour finir cette comparaison, en fait, j'étais à un moment de ma vie où je m'entraînais, mais parfois j'allais en soirée. Parfois, j'étais pas très bien dans ma diète, je buvais de l'alcool, et du coup, je me blessais parce que du coup, j'étais pas si performant que ça, parce qu'en fait, j'étais pas vraiment engagé dans quelque chose à fond, quoi. Et en fait, au moment où je me suis engagé à fond dans le projet qui me tenait à cœur, et que tout était en cohérence, c'est-à-dire mon alimentation, c'est-à-dire mes choix d'hygiène de vie, tout était plus simple, tout était mieux, et je me sentais mieux dans ma peau, quoi. Parce que je faisais ce que j'aimais, et tous mes actes de mon réveil à mon coucher, quasiment tous, était en cohérence avec ce que je voulais faire de ma vie. Donc ça, c'était là que je me sentais vraiment en plénitude et bien dans ma peau. Tu as remis un équilibre dans ta vie par rapport à ton objectif ou ta mission, entre guillemets, et après tu s'alignes par rapport à ça? Exactement, c'est ça. Ça demande, mais tu parles aussi de discipline, est-ce que c'est pas chiant, quoi? Au début, c'est une tannée. On se dit au coach, il va pas me lâcher, on se dit que c'est injuste ou que je peux y arriver en m'entraînant moins ou en m'entraînant mieux. Mais voilà.
Alors attends, on va faire peut-être une petite pause là-dessus, parce que vous voulez. Non, bah c'est bon, si on dérange pas, alors on va continuer, mais. Voilà, bah oui, elle dit ça, elle fait avec le sourire, c'est sympa. Elle a raison. Hein. Eh ben Ouais, oui. elle a raison. Ouais, je crois qu'on embête un peu en fait, parce que on avait prévenu, mais bon, voilà. C'est le live. Moi, je ferai pas de coupure parce que tu vois, on est dans un endroit de vie à Paris. Alors, on n'a pas le soleil aujourd'hui. Comme rarement à Paris, il y a C'est pas vrai de soleil. Là, c'est vrai, moi qui viens de ma campagne, là, on voit depuis hier, c'est bien, mais il y a un beau plafond gris là, bien sympa. Et c'est pas toujours simple de venir à Paris, mais c'est un plaisir de te rencontrer en tout cas, Tam Lim. Et c'est toi qui es pas venu à Lyon, c'est moi qui viens à Paris. Ouais, c'est ça. Je comptais peut-être venir un jour, hein, mais ouais. Tu fais une pierre deux coups comme ça, tu viens à Paris et tu peux me voir comme ça, c'est cool. Exactement. Et je reviendrai aussi parce que je suis je vois tes mains. Je voudrais bien tester justement ces énergies et que par rapport à des pathologies que j'ai en ce moment. Donc comme tu as une mission de vie, je vais être un laboratoire dans ce cas un de tes patients. Ouais. Pour qu'on voit ce que tu peux amener sur des problèmes que j'ai en ce moment, plutôt liés au niveau dans cette zone pubienne. D'accord. Où j'ai du mal après des infiltrations. Enfin bref, je raconte ma vie au podcast, mais voilà, j'ai fait pas mal de choses dans les traditions de la médecine occidentale, mais il faut que je m'ouvre peut-être à d'autres choses pour aller chercher des choses un peu plus profondes dans mon corps qui a un déséquilibre en ce moment. Bref, sur ce double projet justement qui passe par une certaine forme de discipline, comment tu y trouves du plaisir, toi ? Parce que le mot discipline, c'est souvent pas compatible avec le plaisir dans l'esprit des gens, sauf que dans le monde du sport, la discipline souvent va de pair avec le plaisir. J'ai trouvé du plaisir parce que, encore une fois, ce que je disais, c'est que j'ai fait des choix qui sont cohérents avec ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est ça qui donne du sens à ce que je fais. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Si j'ai envie d'être champion de karaté, mais que le soir, quand je vois qu'il y a 1 heure de bouchon pour aller à l'entraînement, je me dis je vais pas y aller, juste parce que ça me décourage. Bah, finalement, je suis dans mon lit, je me repose, je fais pas 1 heure de bouchon, mais je me sens mal parce que je me dis que finalement, c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Et du coup, c'est vraiment faire cet effort à venir à l'entraînement, même si des fois j'arrive en retard à cause des bouchons, même si parfois c'est plus difficile qu'un autre, parfois je suis un peu blessé. Bah c'est quand j'arrive à l'entraînement, j'ai ce ressenti d'être à ma place et d'être là où j'ai envie d'être. Alors que par exemple, je vais te donner un exemple tout bête, j'ai des amis qui font pas de sport, qui sont pas dans le milieu du sport, que je vois pas beaucoup pendant la saison, parce que justement quand je les vois, même s'il y a pas entraînement ce soir-là, je loue pas forcément un entraînement pour les voir. Bah quand je suis posé sur une terrasse, que je vois des gens qui fument, des gens qui boivent de l'alcool ou qui font la fête, comme ils le souhaitent, et c'est très bien comme ça. Bah moi je me sens pas à ma place. Tu te sens pas à ta place? Pas du tout. Et je me dis j'ai mieux à faire de ce moment-là. C'est alors je centre un peu le truc sur moi parce qu'en fait je suis à Paris là aujourd'hui et ça me remémore quand j'ai à Paris à chaque fois quand j'étais étudiant à l'école de co, et en école de co c'est là que tu fais plein d'expériences. Ouais, c'est ça. J'en ai fait c'est un gentil mot, expérience. Et je me réveillais des matins avec un état assez étrange. Je me sentais un peu comme un zombie, mais bon, j'avais vu une sacrée expérience la soirée avec les copains, etc. Et je me réveillais le matin en fait et j'avais cette sensation de pas être à ma place en fait. Pourtant, j'avais passé un très bon moment, beaucoup de plaisir, beaucoup de fun, mais tu te réveilles le matin avec la gueule de bois. Alors certains se sentent bien avec ça, et moi, je sais pas pourquoi, mais j'étais pas très OK avec cette situation-là. Et en parallèle, j'avais les autres expériences qui étaient liées au sport. Et naturellement, je sais pas pourquoi, mais ça s'est fait comme ça. Mes potes qui étaient dans le sport, c'est pas qu'ils étaient mieux par rapport à ceux qui faisaient la bringue, mais finalement, comme tu dis, j'ai testé les deux emplacements, quoi. Exactement, c'est ça. Et il y en a dans lequel je me sentais bien. Ça veut pas dire que j'allais pas un petit coup un peu dans l'un et beaucoup dans l'autre. À vous de voir imaginer lequel. Mais globalement, oui, en faisant un petit peu ces allers-retours entre les deux et en étant 90% et 95% de mon temps dans cette discipline dont tu parles, d'aller m'entraîner, et j'étais heureux, quoi. Bon, même si c'était parfois dur, mais en finalité, j'étais heureux. Et on pourrait se dire, ouais, mais c'est chiant. Mais quand je me retrouvais de l'autre côté avec mes potes, 10% de mon temps à faire une bringue, je dis pas que je passe un mauvais moment, mais j'étais pas forcément dans l'endroit. C'est ça. J'étais pas là. C'est pas moi, quoi. T'es là sans être là. Ouais, et c'est là, c'est ça. Exactement. Mais je ressens exactement. Tu ressens, ouais, c'est un ressenti pour le coup, tu vois. Et je pense que plein de gens ont la même chose, et pas forcément qu'avec le sport. Hein. Il y en a, ils sont trop bien au travail, et ils ont envie de continuer de travailler après, et c'est ok là-dessus. Et parfois ils sont en terrasse ou même au sport, hein. Ils vont au sport et ils se disent ça n'a aucun sens d'être là, j'ai pas envie d'être au sport, j'ai pas envie de me dépasser comme les gens autour de moi sont en train de se dépasser, et c'est totalement ok. Et je pense que les gens tu veux pas attirer les autres qui sont tes potes qui sont viens faire ce que je fais, c'est trop bien. Non, je veux attirer les gens, je veux attirer les gens vers ce qu'ils ont envie de faire à l'instant T. Pour eux, exactement, par rapport à leur vie et leur hygiène de vie et leur objectif.
C'est aussi le choix que tu as été amené à faire au niveau prépa. Quand tu étais en prépa HEC, tu n'étais pas au bon endroit. Et c'est, voilà, je vais à un endroit où je me sens mieux. Et c'était retour aux sources, la famille, le sport. Exactement. Et après. Et la santé, en fait. Et la santé. Exactement. C'est aussi ça qui a été une partie de mon choix de faire chiropracteur. C'est que je me dis que depuis tout petit, j'ai un père pharmacien, j'ai des oncles médecins. Ouais. Ma sœur et mon frère étaient en pharmacie. Ma sœur est pharmacienne aujourd'hui. J'étais dans un milieu de santé depuis tout petit. Et en fait, j'étais à l'aise avec ça. Et je me suis rendu compte que. En fait, je suis à l'aise avec des gens qui parlent de santé. Et du coup, quelle est la meilleure manière de rester avec des gens qui sont à l'aise de parler de santé? C'est de faire une école de santé. Du coup, c'est pour ça que je suis parti vers la santé aussi. Et c'est pareil, l'ingénierie, c'est super. Quand j'étais en maths sup, c'était des maths, c'est super intéressant, mais c'est pas là que je voulais être. Tu te sentais pas bien. Et je voyais justement des gens qui adoraient être là. Comment tu fais pour alors, parce que d'un côté, ok, ressentir où est-ce qu'on est à sa place, où est-ce qu'on se sent bien, ok. Mais est-ce qu'il y a une partie aussi qui est liée à l'environnement dans lequel tu as toujours été, et finalement qui est celui de l'éducation, en fait. Mais l'éducation n'est pas forcément toi, ce dont tu as besoin fondamentalement. Tu arrives à ressentir ça, toi? Oui, parce qu'en fait, dans ma famille, je suis le seul sportif. D'accord. Donc, franchement, mes frères, sœurs, mon père est sportif, mais il fait beaucoup de golf, mais ça n'a rien à voir avec du karaté. Mais du sport de haut niveau, il n'y en a pas dans ma famille. D'accord. Donc finalement, j'ai quand même trouvé mon truc parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné un éventail de possibilités dans ce que j'ai envie de faire ou ce que je peux essayer de faire. Mais évidemment, il y a une partie un peu déterministe, un petit peu. Je crois, je sais pas si tu avais vu cette stat. Quand tu es fils d'énarque, tu as plus de 330% de chances de devenir énarque. Donc il y a une partie aussi très familiale, très cadre familial, culturel, de code, qui te favorisent vers des milieux. Moi aussi, je pense que j'ai été favorisé vers le milieu de la santé avec tout ce background un peu santé de la famille. Mais quand même, j'ai pu trouver ce que je voulais faire quand même en plus parce qu'on m'a donné ce champ de possibilités aussi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, quand tu es dans ton cabinet avec tes patients, tu te dis, simplement, j'aime ça, quoi. Tu le ressens comment que tu aimes ça? Je le ressens parce que j'ai la chance d'avoir tout de suite un feedback du patient. Il y a une partie de moi aussi qui voulait faire des études de médecine, devenir médecin généraliste. Mais ce qui est intéressant dans la pratique que je fais, même si je m'occupe de choses beaucoup moins graves que plein d'autres médecins, c'est que j'attribue le traitement au patient pendant la séance. Et quand j'attribue un traitement et qu'il marche, et que je vois que le patient va mieux, je trouve ça, pour ma part, c'est un des trucs les plus satisfaisants que je peux faire en tant que praticien. C'est vraiment cette idée d'accompagnant, cette idée de déclenchement de quelque chose de nouveau, de positif, et de refaire rentrer le patient dans un cercle positif. C'est ça qui est très satisfaisant en fait. Tu t'appelles comment tes patients? Pardon? Ils t'appellent comment tes patients? Ils m'appellent Monsieur Lé. Monsieur Lé. Ils disent pas doc, ils disent pas gourou. Non, je suis pas docteur, donc non. Oui, mais tu vois, dans l'esprit du patient, du patient, je vais voir mon prof, mon doc, mon coach, et toi on dit quoi? Mon chiropracteur. Mon chiro. Ouais, mon chiro. Je vais voir mon chiro. Ouais, mon chiro. Ça me va très bien. Ça te va? Ouais. Ok. Mais je me vois comme un accompagnant et je pense que le chiropracteur, c'est de très bons accompagnants. On va revenir dans le monde du sport, mais toi, tu accompagnes des personnes de divers horizons, diverses pathologies, sport, pas sport, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, enfants aussi, bébés? Un peu moins enfants. Je trouve que moi, je m'axe beaucoup sur des ados jusqu'à des personnes âgées, très âgées. Mais je pense que mon plus gros combat, quel que soit et je pense que c'est mon avis, que la chiropraxie est le plus efficace là-dedans, c'est le combat de la sédentarité. C'est le mouvement, c'est s'occuper des troubles de la vie de tous les jours qui sont parfois très douloureux mais pas très graves, des conséquences de la sédentarité, de la conséquence de cette vie stressante où on bouge pas beaucoup forcément, et cette remise vers l'autonomie, vers le sport, vers la prévention de tout ça. C'est vraiment, je trouve que c'est la partie où la chiropraxie est la plus efficace. Voilà. Parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des mauvaises habitudes, je pense. Des mauvaises postures. Alors, il n'y a pas forcément de mauvaises postures, il y a des postures prolongées surtout. D'accord, ok. Qui sont alliées à stress aussi, parce que posture prolongée égale travail, stress, etc. De mauvais réflexes, de fausses croyances aussi de plein de patients, parce que qu'ils ont l'impression justement d'être dans une mauvaise posture alors qu'ils sont très bien comme ils sont. C'est juste qu'il faut qu'ils bougent, tout simplement. Et ça, c'est dur. Même moi le premier, j'ai un chiropracteur. Même moi le premier, j'ai des professionnels de santé qui me suivent.
C'est un peu comme le sommeil, c'est un peu comme l'alimentation. On sait tous que c'est très bien, mais de l'appliquer, c'est plus dur. Et je pense qu'on est des accompagnants pour que les gens puissent bien s'accompagner. Je t'ai remarqué, hein, j'ai changé plein de fois de position. Ouais, ne pas rester dans la même posture pour bouger un peu, enfin, ne serait-ce que les fluides dans le corps puissent un peu... Ouais, c'est que, de toute façon, le propre du vivant, c'est de bouger. Donc à partir du moment où on le fait plus bouger, il y a des problèmes qui arrivent. Ouais. Il y a des problèmes qui arrivent, c'est évident. Ouais. C'est quoi le principal pathologie que tu rencontres aujourd'hui? C'est les lumbago, c'est les torticolis. Lumbago, torticolis. Voilà, c'est justement des gens qui bougent pas beaucoup, qui soit bougent pas beaucoup et qui sont dans une période de stress. Du coup, ils ont encore plus mal parce que toutes ces choses-là, ça amplifie toutes ces douleurs. Soit des gens justement qui bougent pas beaucoup et qui d'un coup se mettent à bouger beaucoup lors de déménagement, lorsqu'ils doivent porter leur enfant, lorsqu'ils voyagent, ils doivent porter un bagage d'un coup, bam. Et ben, le corps, il n'est pas habitué à porter ça, il n'est pas habitué à bouger. Et ben, le corps, il réagit à sa manière, il se dit non, je peux pas faire ça parce que je suis pas habitué à faire ça. Et ça fait cette réaction de contracture. Alors le réflexe en France, je suis bloqué, je vais voir un médecin déjà d'une pour qu'il fasse le diag. Après le médecin il te dit va voir, soit on passe par la case radio et compagnie pour voir un petit peu où est la douleur, où est-ce que ça y a un problème, IRM et compagnie. Et puis après hop kiné. C'est ça. Et kiné, les séances, etc. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plutôt le truc classique. Schéma classique, d'ailleurs, avec un médecin qui te voit pendant un quart d'heure. Après, t'attends 3 mois pour avoir ton interradio ou voire plus, pour un IRM. Et après, tu vas voir ton kiné, il s'est passé 6 mois. Et ton kiné, il va te voir. Désolé pour ces professions, hein, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce qu'ils font. Mais vu comment ils sont payés, forcément, il faut voir beaucoup de patients. Et le traitement de la pathologie n'est pas toujours évident à identifier. Et prendre le temps d'écouter son patient, le temps, on l'a pas toujours. Toi, quand ton approche elle est différente, t'es un chiro, donc comme tu dis, t'es pas docteur. C'est quoi d'ailleurs, c'est reconnu comment, un chiropracteur? Alors, le chiropracteur, il fait partie du cercle des professionnels de la santé. Oui. On n'est pas dans le parcours de santé de l'assurance maladie, on n'est pas remboursé, même si certaines mutuelles prennent en charge la chiropraxie. Comme moi, un sophrologue, pareil. Ouais, c'est ça. En fait, on est un peu secondaire entre guillemets. Ça, j'aime pas trop ce mot, mais pareil, en marge quoi. Ouais, un petit peu en marge, c'est ça. Mais on est intégré, pas forcément juridiquement, mais dans plein de prises en charge pluridisciplinaires. Hein. C'est-à-dire que je travaille avec des kinés. En patient, j'ai beaucoup de médecins. J'ai des médecins qui me recommandent. Moi, je recommande des patients à aller voir le médecin aussi quand je peux pas le prendre en charge. Oui. Et justement, en fait, le but, c'est que le patient, il soit un peu comme dans ma vie. Hein, c'est dans les leçons que j'ai appris dans ma vie, c'est que le patient soit dans le bon parcours de santé. C'est ça le plus important. Si je suis pas la personne la plus adaptée, je le dirai avec toute mon humilité. Vous n'êtes pas au bon endroit. C'est-à-dire que si quelqu'un vient et qu'il a un rhume, je ne peux rien faire. C'est pas grave. Et je le recommande vers un médecin qui peut faire quelque chose. Alors, si j'ai un lumbago, comme tu disais tout à l'heure, ou problème au cervical, donc si je fais le processus classique, le cheminement classique parcours santé, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je pourrais venir voir un chiro, peut-être en amont, pendant ou après? C'est quoi le... Les deux types de personnes qui viennent, c'est justement c'est soit des gens qui ont fait le parcours de santé classique ou pour lequel ça n'a pas été bon parce que le temps, parce que pas perdre les personnes qui viennent me voir ensuite. Soit des personnes qui ont besoin d'apports immédiats, qui sont prêts à payer hein, évidemment, parce que c'est un tout de suite et maintenant. Et tout de suite et maintenant, essayer d'aller mieux et d'avoir tout de suite les titres pour aller mieux. Libérez-moi. Exactement. Et je pense aussi que les gens qui doivent venir me voir, c'est des gens qui veulent changer quelque chose. C'est-à-dire que quand tu vas chez un médecin, il s'est rien changé. Et même quelqu'un qui vient chez le médecin et qui sont satisfaits avec des antidouleurs, c'est des gens qui veulent couper entre guillemets la douleur et reprendre leur vie convenablement. Oui, les antidouleurs, en fait, ils règlent pas le problème. Quoi. Oui, c'est ça. Ça règle une conséquence, c'est pas la cause. Simplement. Après, si ça règle un symptôme, c'est-à-dire ça te fait moins mal, puis parce que t'as moins mal, t'arrives à bouger, tu fais tes exercices, etc. C'est totalement ok. Super. Mais quelqu'un qui a des mauvaises habitudes et qui s'est fait mal à cause de ça. Et t'as une dépendance qui prend un anti-inflammatoire, puis reprend parce qu'il va mieux les choses qui faisaient qu'il avait mal, c'est le chien qui se mord la queue. Il s'en sortira jamais. Alors on connaît en plus les contre-indications ou les conséquences des anti-inflammatoires aujourd'hui au niveau intestinal, la flore intestinale, etc. Donc c'est plutôt des choses qui vont mettre dans un cercle un peu pas top quoi. Il y a quelques études aussi qui prouvent que la prise d'anti-inflammatoire à long terme va limite parfois favoriser certaines douleurs chroniques. Donc dans la chronicité des douleurs, le fait que ça s'installe sur le long terme et que ça ronge peu à peu, c'est vraiment pas la bonne solution.
Et pourtant, on n'a pas encore tous le réflexe, très peu, j'imagine, en France, d'aller voir un chiropracteur. On est dans un système de santé qui est gratuit pour certaines boucles, certains parcours. C'est logique que les gens aillent vers ce parcours. En plus, les gens justement qui se font beaucoup mal au dos, des choses comme ça, c'est parfois aussi des gens qui peuvent pas s'offrir une séance de chiropraxie. C'est tout à fait normal qu'ils fassent ce parcours-là. Je n'en veux pas. Je pense que c'est plus de l'éducation à faire. Et justement de l'information à faire pour que ces gens aillent dans le bon parcours de santé plus vite et que finalement, même s'ils payent, ils s'en sortent mieux rapidement. Voilà, c'est plus rapide, c'est ça? Exactement. Ok. C'est toi qui prends en charge ton parcours santé. Tu dépends pas de la Sécu, les prises en charge de Super-M et compagnie. Donc là, tu prends directement, toi, ton investissement personnel pour aller voir un professionnel. Comment on te recommande, toi, d'ailleurs? Tu dis, alors, il y a des kinés, des médecins qui vont te recommander, mais toi, de façon naturelle, je cherche un chiropracteur. Comment on trouve un chiropracteur? La plupart des chiropracteurs, ils sont sur la plateforme Doctolib en France. Doctolib, ouais. Après, c'est comme c'est pas très connu et on est un peu beaucoup moins que certains ostéopathes ou même kinés, ça marche beaucoup au bouche à oreille, tout simplement. Ça marche au bouche à oreille. La chiropraxie a connu quand même un gain de popularité, notamment avec toutes ces vidéos ASMR de cracks. Je sais pas si tu as pu voir sur YouTube, c'est des compilations de manipulations où il y a des cracks qui sont très satisfaisants auditivement. Je vois, même si c'est pas vraiment. C'était pas j'ai vu ça, oui, effectivement. Est-ce que on fait avec la pub, si t'en as un bon à recommander sur Instagram, tu vas dire peut-être toi d'ailleurs, mais à quelqu'un ou YouTube, tu recommandes de suivre qui d'ailleurs qui fait pas que du Instagrammable, tu vois, avec du contenu, quoi. Alors, je me souviens plus trop de son nom, mais c'est une formatrice qui m'a formé à la chiropraxie du sport, qui est américaine, qui a vraiment une approche pluridisciplinaire dans la santé, très basée recherche, très basée recommandation des hautes autorités, etc. Que je trouve vraiment sympa à suivre parce que elle combine vraiment, c'est vraiment une santé très très moderne, c'est-à-dire qu'il prend en compte ce qu'il y a de bon dans toutes les disciplines, que ce soit en rééducation type kiné ou même en manipulation type plus chiropraxie, ostéopathie, etc. Et je trouve qu'elle prend un peu le meilleur de tous les mondes pour essayer de faire l'approche la plus personnalisée, la mieux pour le patient. T'as pas son nom, non? Sinon, on te le demandera sur YouTube. Non, mais vous mettez en commentaire sur YouTube. Voilà, posez la question. Là, vous êtes sur YouTube ou sur, je sais pas quelle plateforme vous écoutez. Mais allez voir sur YouTube, vous mettez un commentaire, vous posez la question et puis je vous mettrai la réponse comme ça. Entre-temps, il y a aussi le docteur Ayan, c'est un docteur australien, je crois. C'est une des vidéos qui m'a donné envie de faire la chiropraxie. C'est un chiropracteur qui fait plus ou moins des miracles. On voit des vidéos où la personne elle vient tout recroquevillée, douloureuse. On voit des vertèbres. C'est bullshit, non? Alors, oui et non. Ça s'avère que sur la vidéo ça marche. Après, par quel biais? Est-ce que c'est forcément dû à sa manipulation ou à un tas d'autres choses dans sa communication? Toi, en tout cas, t'as vu ça t'a donné envie. Exactement. Le gars, en fait, il fait. C'est cette satisfaction de voir que le patient va mieux par quelque chose que tu as fait. Une manipulation avec les mains. Clac. Exactement, c'est ça qui m'a donné envie, plus que faire des miracles. Je fais pas du tout des miracles tous les 4 matins, mais si ça peut m'arriver plusieurs fois dans une carrière, tous les combien? Même. Je sais pas, je pense que toutes les semaines, j'ai au moins quelqu'un qui a un lumbago que j'arrive à aider. Et un lumbago, ça fait très très mal. Donc si on peut sauver entre guillemets quelqu'un comme ça, c'est déjà très très satisfaisant. J'y retrouve mon compte. Personne qui a souffert pendant 10 ans, elle vient de voir une fois, elle revient après, elle a dit. Ouais, ça va mieux. Mais une séance. Certains, je pense que pour les douleurs chroniques, ça prend plus de temps. Mais des gens qui se sont fait mal d'un coup, qui viennent rapidement et qui sont pris en charge, c'est très satisfaisant parce que ça peut prendre parfois une manipulation et ils peuvent se relever avec une douleur qui est extrêmement atténuée. Et ça, c'est très satisfaisant. Bon, du coup, il y a ceux qui vont écouter le podcast là, qui vont voir sur YouTube, ils vont avoir envie de te rencontrer, donc on va leur faire gagner du temps. On trouve où et comment? On me trouve à Paris, soit dans le 14e, soit dans le 8e. Toute la semaine à peu près, j'alterne entre ces deux cabinets. On n'a pas besoin d'aller sur sur Doctolib. Doctolib. Prise de rendez-vous Doctolib. C'est plus simple pour la prise de rendez-vous, c'est plus simple pour moi, mon agenda. Donc ça arrange tout le monde. Monsieur Lé. Ouais, Monsieur Lé, c'est ça, très simple. L-E. Ouais, L-E. Tout simplement. Et après, on prend rendez-vous comme ça. Ouais, c'est ça. Ça coûte combien de séances? Alors ça dépend des endroits où je pratique, mais en moyenne à Paris, la séance est dans les 80 € et on passe une demi-heure à 3/4 d'heure avec le patient. 3/4 d'heure, d'accord. Ok. Tu fais un diagnostic très rapide et après déjà tu fais une manipulation? Alors la première séance, c'est vraiment une grosse partie où on questionne le patient pour justement savoir si on peut le prendre en charge ou pas. Parce que parfois il y a des douleurs qui sont même pas forcément très douloureuses, qui peuvent être assez graves et qui sortent de mon centre de compétences et qu'on doit référer.
simple, il peut y avoir des AVC, il peut y avoir des choses comme ça, même des calculs rénaux, des choses comme ça, qui se cachent en douleurs qui semblent des douleurs assez anodines. T'as une Donc, douleur c'est important invisible de poser qui les se bonnes transforme, questions, ok. exactement. Ensuite, il y a une partie test pour justement vérifier ce qu'on pense avoir trouvé. Et après, si on peut le prendre en charge, on propose plusieurs options. Ça peut être la manipulation, ça peut être juste des mobilisations douces ou des étirements, des exercices. Et si le patient est OK, la plupart du temps, on passe par la manipulation parce que c'est notre corps de métier. C'est ce qu'on apprend le plus à faire à l'école. Ouais, d'ailleurs, l'image que j'ai, moi, je sais pas vous, mais du chiropracteur, c'est en gros, il va te faire vaincre le mal par le mal. Je dis une connerie, hein, mais c'est l'image que j'en ai. Donc, comme c'est plein de clichés et que j'ai pas bien évalué la chose, corrige-moi. Mais en gros, je vais chez le chiro, il va m'appuyer sur un point de douleur, ça va faire terriblement mal, mais en fait, il va débloquer un truc et j'aurai moins mal après ma pathologie pour laquelle je souffre. Je pense qu'on a cette vision de la chiropraxie. Ouais, corrige-moi. Parce que voilà, de correction, parce que la plupart des gens qui viennent, ils ont mal et ils ont peur de bouger. C'est normal, hein, parce que quand on a mal, on n'a pas envie de bouger. Le réflexe archaïque, entre guillemets, c'est de se recroqueviller, de pas avoir de bouger. Et le chiropracteur, il va à l'encontre de ça, pour te faire aller mieux, c'est de te faire bouger. Du coup, quand tu fais bouger quelqu'un, il y a cette appréhension, cette douleur, parfois ces traumatismes. On n'a pas envie de bouger, du coup, on a l'impression de passer par du mal pour vaincre le mal, du coup, entre guillemets, et pour aller mieux après et pour pouvoir rebouger. En fait, le but du chiropracteur, c'est quand tu sors, c'est que tu bouges mieux et que tu as moins mal. C'est vraiment les deux choses les plus importantes. C'est pas de te réaligner comme dans un livre d'anatomie ou te faire courir le marathon demain. C'est vraiment que tu aies moins mal et que tu sentes que tu bouges mieux. Ça, c'est les deux objectifs principaux d'un chiropracteur. C'est très simple, hein. Et en même temps, ça prend du temps. Oui, on aimerait avoir des miracles. Je rentre dans la salle et au bout de 3/4 d'heure, j'ai eu des manipulations et après, ça y est, c'est parti. Comme avant. Non. Okay. Un peu comme une prise de médicaments, entre guillemets. Les gens pensent ça, mais ça passe par du mouvement, ça passe par de l'autonomie du patient, ça passe par un changement dans la vie du patient aussi, à long terme. On va aligner un petit peu tout ça. Ça se fait pas comme ça. Tu reviens sur ton parcours. Tu parlais tout à l'heure ton super moment, pas un moment de grâce, mais un moment où tout se réaligne. Donc, tu as parlé plus d'équilibre finalement, où les choses sont à peu près équilibrées entre cette discipline de mon parcours sportif, me lever chaque matin, savoir pourquoi je fais les choses, et puis avec un objectif. Tu reprends cet objectif d'être numéro un dans quoi d'ailleurs dans le karaté? J'aimerais bien, oui. Déjà, je suis pas champion de France de karaté en senior. J'ai été 2 fois vice-champion de France. Donc c'est le premier but, c'est d'être champion de France. Toujours aujourd'hui. Être le numéro 1 français. Et ensuite, à terme, devenir un des meilleurs européens puis mondiaux. Mais comme d'habitude, c'est par étapes. Et j'aurais te poser la question con. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai perdu 2 fois, plusieurs fois. Donc on se dit qu'on fait pas tout ça pour perdre, on essaie de faire tout ça pour gagner. Et encore une fois, parce que j'aime autant le processus pour le faire que le faire. C'est-à-dire que je vais aimer être champion de France, mais si j'y arrive un jour, mais je vais autant aimer tout le processus avant. Je vais aimer aller m'entraîner avec mes amis, je vais aimer me préparer physiquement, je vais aimer me métamorphoser physiquement et me sentir au top de ma forme. J'aime autant ce processus-là, voire des fois plus, de préparation que la réalisation, tout simplement. Si j'aimais pas m'entraîner, si j'aimais pas... ça aurait pas de sens de vouloir être champion de France. Et j'aurais pas voulu. Tout le monde veut être champion de France de quelque chose, tout le monde aimerait du succès. Tu vois, le Tan Lim d'il y a 5 ans, il aurait voulu être numéro 1 aussi, j'imagine. Mais à tout prix, entre guillemets. Et aussi peut-être en faisant quelque chose qu'il aime pas et en se forçant à le faire, peut-être. Alors que là, ça n'a pas de sens pour moi si j'aimais pas m'entraîner. Si j'aimais pas m'entraîner, si j'aimais pas le club auquel j'étais, si j'aimais pas les gens avec qui j'étais, je ne le ferais pas. Parce qu'à l'époque, tu aurais peut-être changé de club pour être le numéro 1, tu aurais changé d'environnement, et là aujourd'hui, tu sais l'environnement vertueux dans lequel tu vas évoluer pour être. C'est ça. J'aurais voulu faire à ma manière, peut-être. J'aurais pas. Pareil, je serais allé peut-être dans un autre club, mais c'est pas comme ça que je me suis bien retrouvé en fait. Il y a un truc extrêmement puissant quand tu prends la parole en public, parce que il y a le message, il y a le processus, il y a tout dans ton. D'ailleurs, t'as reçu le prix Simone Nelson. C'était cool. Qu'est-ce qui représente d'ailleurs pour toi ce prix? Moi, je m'attendais pas à le gagner. Je pensais que ça allait être Thelma, pour être honnête, ou Stéphane, parce qu'ils m'ont beaucoup touché dans leur histoire. Ils t'ont touché, oui. Et d'ailleurs, au moment de l'annoncer, je regardais Thelma parce que je voulais voir sa réaction, parce que je savais qu'elle allait pleurer. Mais elle a pleuré du coup quand elle a su cette histoire. De tristesse. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai quand même pas mal travaillé.
j'ai fait mon talk devant plein de gens différents. Je me suis trompé plein de fois. J'ai fait beaucoup de retours avec toi. Je l'ai fait relire par ma sœur. Et finalement, ça m'a fait plaisir d'avoir cette reconnaissance de mon travail. Pareil, j'ai fait les diapos, j'ai essayé de avoir une charte graphique à moi, etc. Je pense me mettre beaucoup investi pour ça. Et ça fait plaisir que via la manière dont je l'ai exprimé, on ait compris que je l'ai travaillé. Ouais. Ça fait du bien, ça. Ouais. C'est très satisfaisant. On sent qu'il y a eu un vrai travail, un processus, pour reprendre ton terme d'ailleurs, pour être demain le numéro 1, un processus. Et vivre ce processus, on sent un début, une fin. Oui. Et c'est ce qui je trouve qui était satisfaisant, c'est que quand j'ai discuté avec la personne qui m'a remis le prix, c'est que c'était pas oui, on a senti un talent dans ce que tu dis, ou t'as un truc naturel qui fait que, et c'était vraiment des choses assez mesurables, et aussi le fruit d'un travail, d'un investissement, d'une réflexion. Exactement. Un message profond, celui que tu as évoqué tout à l'heure, de remise en question, et pas juste quelque chose de naturel avec le micro, assez improvisé et pas forcément très investi. Et c'est très satisfaisant, en fait. Mais il y avait de l'humour. Ouais. Il y avait aussi des larmes. T'as fait pleurer tout le monde. C'est trop cool. Tu l'as senti quand d'un seul coup. J'ai vu ma mère pleurer, et ça m'a donné envie de pleurer, mais je pensais que j'allais pouvoir le faire sans émotion. Mais à ma première phrase, quand je m'adresse à ma mère, j'ai dû faire une pause parce que j'avais trop d'émotions. Ce fameux silence tout à l'heure dont tu parlais, d'avoir des silences aussi, qui véhiculent une émotion. C'est ça. T'en as envoyé une, t'en as reçu une, t'en as renvoyé derrière. Moi, je sentais tout le monde qui pleurait autour de moi. Moi, je pleurais pas parce que je la connaissais. Je connaissais un peu l'épilogue, même si j'étais pris d'une certaine émotion. Mais pas la même émotion que les gens, c'est parce que je découvrais pas. Moi, c'est une certaine émotion de... Je savais ce que tu vivais à ce moment-là. Et en fait, c'est pas, je peux pas dire la fierté, mais un accomplissement, d'être heureux pour toi, tout simplement, en fait. Je savais, je sentais la... On appelle ça la compersion, je crois. Comment t'appelles ça? Compersion. C'est le fait d'être heureux pour quelqu'un d'autre. La compersion? Ouais. Ah, je note, j'ai jamais entendu. Mais si tu l'inventes, en tout cas, je le trouve magnifique. Et s'il existe, en tout cas, il est pas encore dans... Ah, je vais demander à l'Académie française. C'est mon coach Adrien qui m'a appris ça. Ah ouais? C'est le fait d'être heureux pour les autres. Adrien comment d'ailleurs? Gauthier. Son nom de famille, Gauthier. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est le fait d'être heureux pour d'autres personnes. Pour d'autres. De manière non intéressée et de manière sincère. Heureux du bonheur des autres. J'étais dans un moment de compersion alors, de compassion aussi d'ailleurs. J'ai partagé ce moment d'émotion avec toi, ouais, vraiment, et d'accomplissement. Et il y a deux choses moi pour la preuve. Bon, déjà l'émotion avec le rire, et puis oui les larmes aussi. Donc forcément prendre la parole, c'est être capable de transmettre ce genre de choses pour se connecter avec les gens que tu as en face de toi. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens avec lesquels on a envie de connecter, d'autres ça matche pas et c'est ok. Mais pour le coup, les mamans qui étaient là. Ils sont fondus en larmes évidemment, et puis les enfants d'eux aussi, pareil, enfin tout le monde pleurait quoi. Et donc ça c'était un très 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 beau moment que tu nous as fait vivre, vraiment merci pour ça. J'espère que tu en vivras d'autres, des moments comme ça pour J'espère. Ouais. En dehors du cabinet, parce que dans le cabinet il y a une profession de santé, c'est ça. Et là il y a encore quelque chose de différent, de mieux je sais pas, mais en tout cas différent. Et puis un moment très fort en fait qui est très marquant, c'est quand on te voit justement sur cette compétition. C'était laquelle? C'est cette photo de la compète? C'était les championnats de France par équipe. Championnat de France par équipe en 2022, vous gagnez. Ouais, on gagne pour la première fois pour le club. Alors on pourrait être heureux pour vous parce que vous gagnez, mais ce qui nous rend, là pour le coup on n'est pas dans l'émotion, on est dans la compréhension. Et là tu nous envoies un truc, mais sur cette photo il y a tout quoi en fait. Ouais, il y a tout ce qui me construit, tout ce qui me pousse à me dépasser, tout ce qui m'enrichit tous les jours, hein, parce que en fait ces gens et par rapport à leur manière de vivre m'ont beaucoup inspiré et j'essaie d'aligner et toute cette chose d'alignement des valeurs avec ce qu'on fait, etc. C'est via cet entourage que je l'ai construit. Et du coup, pour résumer à ceux qui n'ont pas vu la scène, c'est que la première chose que je vois quand je me revois gagner ce combat, c'est voir tous ces gens qui m'entourent et qui me veulent que du bien en fait, hein, qui sont très heureux parce que je gagne, parce que le club gagne, mais aussi parce qu'ils me veulent que du bien. Il y a mes parents, il y a le président de mon club, il y a mon premier coach Eric, il y a mon coach aujourd'hui Adrien. Il y avait même mon coloc à ce moment-là, qui est un des coachs aussi. Il y a mes meilleurs amis d'enfance, il y a mes nouveaux amis. Il y a les clubs qui étaient amis avec mon club, qui étaient pour moi aussi. Et tout cet entourage qui ne voulait que du bien de moi. Et je le ressentais en fait. Hein, à quel moment tu as pris conscience que sur cette photo-là, que tu nous présentes, il y a tout? C'est la seconde où je regarde la vidéo. Et tu l'as su en 2022, ça tu l'as su après? En fait, c'était diffusé en live. Ouais.
Et cette partie du live a été coupée parce qu'il y a eu un bug. Et du coup, juste après la finale, ils ont republié cette partie de la finale juste en publication Facebook normale. Et dès que j'ai ouvert et que j'ai mis mon téléphone, j'ai regardé le public et j'ai vu tous ces gens autour de moi. Là, je me dis, ah ouais, en fait, c'était le meilleur moment. Et c'était le moment parfait pour faire ça. Et on va conclure là-dessus, parce que je crois que tu as un patient qui t'attend. Ouais, c'est ça. Et du coup, je vais conclure sur cette photo, et je la mettrai d'ailleurs dans nos publications, parce que finalement, des fois, il y a des images de vie où on se rend compte que tout s'est construit pour qu'à un moment donné, voilà, tout soit là. Et toi, ce moment était là. Et aujourd'hui, tout ne s'est pas figé, parce qu'il y a tout ce qui s'est construit derrière. Et donc, on te souhaite plein de succès. Non, je te taquine, plein de belles réalisations, une belle œuvre en tout cas, plein d'accomplissements pour la suite. Tan Lim, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi de m'avoir donné ce temps parole. On a fait un gros focus sur ta profession. Ouais. 2 fois. Mais très bien, c'est parce que ça me définit tout autant que le karaté, ma profession. Ouais. Donc, je suis très content d'en avoir parlé. Ouais, et ben merci de nous l'avoir partagé en tout cas, cette passion-là. Merci à toi. À bientôt, Tan Lim. À bientôt. Ciao.